L'histoire commence alors qu'une jeune fille se retrouve seule après qu'un groupe de gobelins a attaqué la calèche dans laquelle elle se trouvait. Les gobelins veulent mettre fin à sa vie, mais un mystérieux garçon arrive pour la protéger. Des années plus tard, on demande à notre protagoniste, Lost, s'il aimerait rejoindre un groupe de filles, et tout le monde est choqué d'entendre que la fille veut faire équipe avec lui. Lost étant lui-même choqué, la fille lui fait remarquer que son panneau demande clairement de recruter des gens pour son groupe. La fille insiste pour se joindre à lui et déclare qu'elle est une artiste martiale. Lost se présente comme une sorte de guérisseur, mais un employé de la guilde des aventuriers se précipite pour empêcher la jeune fille de faire la plus grosse erreur de sa vie. Elle s'appelle Amherst et prévient la jeune fille, nommée Narsena, de ne pas rejoindre le groupe de Lost. Amherst révèle que ce type a reçu le surnom de « Lost l'incompétent ». C'est un guérisseur, mais il ne connaît que le sort de débutant appelé « guérir ». C'est un orphelin du labyrinthe et, comme les autres enfants sans parents, il a grandi en tant qu'aventurier. Pourtant, même après toutes ces années, Lost n'est pas capable d'utiliser un sort de soin de zone ou de soin élevé. Il est connu de tous comme un être humain totalement raté. Malgré tout, Lost a réussi à rejoindre le groupe Lightning Sword, jusqu'à ce qu'il soit exclu pour son incapacité à utiliser la magie de désintoxication. Tout le monde sait à quel point il est incompétent, et personne ne l'invitait jamais à rejoindre son groupe. Amherst prévient que Narsena ne pourra jamais gagner d'argent si elle s'associe à Lost, mais Narsena révèle qu'elle a déjà beaucoup d'argent. Amherst panique en voyant la quantité d'argent que Narsena transporte, et elle explique que la plupart des aventuriers de cette ville sont des gangsters. Tout le monde a l'air plutôt menaçant, alors Amherst dit à Narsena de ne jamais montrer de telles sommes d'argent. Narsena la remercie gracieusement, et Amherst voit bien qu'elle est plutôt novice en matière d'aventure. Amherst propose à Narsena de la présenter à un groupe de débutants, mais la petite arnaqueuse lui répond qu'elle devra faire payer ses services à Narsena. Narsena rejette étonnamment l'arnaqueuse, car elle souhaite rejoindre le groupe de Lost depuis très longtemps. Lost et Narsena vont signer des papiers pour officialiser leur groupe, et Narsena fait un trou dans le crâne de Lost. Elle l'admire beaucoup pour une raison ou une autre, et elle est soulagée de le rencontrer à nouveau. La petite fille est surprise lorsque Lost lui demande de signer son nom, mais elle se ressaisit. Lost paie la cotisation à la guilde, et leur groupe est désormais officiel. Dehors, Lost explique que personne n'a jamais exploré la partie la plus profonde du labyrinthe de Mermy. Il y a encore beaucoup de mystères à l'intérieur, et personne ne sait même qui est le boss final. De nombreux aventuriers rêvent de trouver de grandes richesses à l'intérieur du labyrinthe. Ils se sont donc rassemblés à Mermy City, ce qui en a fait l'une des plus grandes villes du pays. Lost est un psychopathe qui veut aller au labyrinthe à l'instant même, et Narsena se demande si c'est bien possible puisqu'ils n'ont formé leur groupe qu'il y a quelques heures. De plus, avant de partir, Amherst dit à Lost qu'il ne peut emmener Narsena que dans les prairies car elle est encore novice. Le labyrinthe laisse échapper de l'énergie magique à quelques endroits autour de lui, ce qui provoque l'apparition de monstres. Les prairies sont l'un de ces endroits, mais seuls des monstres faibles y apparaissent. C'est le meilleur endroit pour les débutants, mais il est trop grand et il est difficile d'y trouver des monstres. Le labyrinthe, au contraire, est rempli de monstres, et c'est exactement ce que Lost recherche. Il assure à Narsena qu'ils n'auront pas de problème tant qu'ils ne s'enfoncent pas trop profondément dans le labyrinthe, et qu'il pourra s'en occuper si les choses tournent mal. Lost est étrangement confiant pour un guérisseur, mais il dit que ce n'est rien, et il continue. Lorsqu'ils arrivent, Narsena insiste pour prendre la tête du groupe. C'est une artiste martiale, il est donc normal que Lost la soutienne par derrière en tant que guérisseur. Lost est heureux de l'assurance de Narsena, mais il se demande si elle sait vraiment se battre. Narsena fait rapidement ses preuves en battant un groupe de gobelins, et Lost est très impressionné. Il lui explique que la guilde achète les pierres magiques laissées par les monstres, et que c'est ainsi que la plupart des aventuriers gagnent leur vie. Les pierres sont précieuses car elles peuvent servir à beaucoup de choses, mais Lost lui fait remarquer qu'elle devrait déjà le savoir, même en tant que débutante. Malheureusement, les pierres magiques des gobelins ne valent pas grand-chose. Ils devront donc vaincre des monstres plus puissants s'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ils se mettent d'accord pour aller plus loin dans le donjon afin de gagner plus d'argent, et Narsena promet de protéger le faible guérisseur en cas de problème. Quelques instants plus tard, c'est Lost qui protège Narsena en l'empêchant de tomber dans un piège. Il lui montre l'endroit où se trouvait sa tombe et lui explique qu'il a pu la sauver parce qu'il a remarqué les tuiles de couleurs différentes. Trouver des pièges est généralement le travail d'un voleur, et Narsena se demande donc comment Lost a pu le faire en tant que guérisseur. Lost explique simplement qu'il est aventurier depuis très longtemps et qu'il a donc acquis quelques compétences ici et là. Plus profondément dans le donjon, les deux hommes aperçoivent un demi-orc, mais ils ne devraient pas se trouver à ce niveau du donjon. Les demi-orcs sont des démons de niveau intermédiaire, et leur corps robuste les rend très difficiles à battre. Leur puissance est égale à celle des monstres des niveaux inférieurs du labyrinthe, ils ne devraient donc jamais apparaître dans les niveaux supérieurs. Narsena se demande si c'est le moment de s'enfuir, mais Lost est persuadé qu'ils peuvent le vaincre s'ils travaillent ensemble. Lost ne veut pas la forcer,
mais elle accepte étonnamment, car elle a confiance en son jugement. Narsena commence le combat, mais elle est surprise lorsque sa première attaque lui donne l'impression de frapper un mur de briques. Heureusement, la bête est plutôt lente, mais Narsena subit tout de même quelques dégâts. Le combat se dégrade rapidement pour elle, car elle est acculée, mais la bête n'est étonnamment pas en mesure de l'achever. À ce moment-là, Narsena est stupéfaite de voir que Lost l'a sauvée juste à temps en plongeant son épée dans la poitrine de l'ORC. Lost est heureux de voir que Narsena va bien, mais elle ne peut que se demander si Lost n'est vraiment qu'un guérisseur. Lost balaie à nouveau la question et explique que ses années de travail en tant qu'aventurier lui ont permis d'apprendre quelques techniques de combat rapprochées. Narsena dit que son attaque ne semblait pas être une technique simple, mais Lost la distrait en lui faisant remarquer qu'elle est blessée. Narsena ne s'inquiète pas trop, mais Lost est un guérisseur dans l'âme, et il sait que même les plus petites blessures doivent être soignées. Narsena insiste sur le fait qu'elle va bien, mais Lost la soigne quand même. La pierre magique laissée par l'ORC est beaucoup plus grande que celle des gobelins et possède un pouvoir magique bien plus important. Cela signifie qu'elle vaudra une belle somme d'argent. Lost explique qu'il a vu ce qu'il voulait voir de Narsena en termes de capacité de combat. Ils ont également gagné une bonne somme d'argent et peuvent donc rentrer chez eux, mais il laisse la décision à Narsena. Elle dit qu'elle peut encore se battre, et ils repartent chasser. Ensuite, Amherst est stupéfait de voir le nombre de monstres qu'ils ont vaincus en une seule journée. Amherst se rend compte que Lost a dû emmener la novice dans le labyrinthe, et le pire, c'est que le fait qu'ils aient une pierre orque signifie qu'il l'a emmenée au niveau intermédiaire. Lost la corrige en expliquant qu'ils ne sont allés qu'au niveau supérieur. L'ORC n'aurait pas dû être là, mais cela correspond à ce que les autres aventuriers ont dit aussi. Les supérieurs ont également été très occupés ces derniers temps, Amherst pense donc qu'il se passe quelque chose dans le labyrinthe. L'humeur d'Amherst change rapidement et elle est heureuse de les payer pour leurs pierres. Narsena est bizarre de la voir si excitée, alors Lost lui explique que les employés de la guilde reçoivent une augmentation de salaire lorsqu'ils achètent des pierres magiques. Cela n'est vrai que pour les aventuriers dont ils sont responsables, ce qui signifie que plus ils gagnent, plus Amherst gagne. Lost est choqué par le montant de la prime, et Amherst doit lui rappeler de la partager avec Narsena. Lost n'oublierait jamais, mais il est surpris parce que, même après avoir partagé, c'est encore 10 fois plus que ce qu'il a jamais gagné. Lost tombe dans une profonde dépression lorsqu'il réalise ce que cela signifie. Amherst explique à Narsena qu'il s'est fait avoir lorsqu'il était membre du groupe Lightning Sword, et qu'ils ne lui ont jamais donné sa juste part des récompenses. Narsena est furieuse et demande à la guilde de faire quelque chose. La décision revient à Lost, qui décide d'aller de l'avant parce qu'il est heureux avec son nouveau groupe et qu'il veut oublier l'ancien. Le couple s'en va, mais un homme mystérieux les observe. Plus tard, la vie d'Amherst compte joyeusement tous ses gains, mais elle est surprise par l'homme. Anzom est son patron, et il espère simplement qu'Amherst n'a pas aidé Lost à trouver un nouveau groupe. Amherst explique qu'elle n'a pas le pouvoir de persuasion nécessaire pour convaincre quelqu'un de rejoindre le groupe de Lost. Au lieu de cela, c'est juste une fille qui a vu quelque chose de spécial en Lost. Anzom semble savoir qui est cette fille aux cheveux bleus, mais cela l'inquiète pour une raison ou une autre. Ce soir-là, Lost est surpris d'apprendre que la nouvelle de l'arrivée d'un nouveau membre dans son groupe a déjà fait le tour de la ville. L'incompétent Lost est assez connu, et le fait qu'il ait trouvé un imbécile pour rejoindre son groupe n'est pas anodin. Lost se prépare à réserver une chambre, et Narsena est effrayé à l'idée de partager une chambre avec Lost. Lost décide qu'ils doivent dormir dans des chambres séparées, mais cela semble décevoir Narsena. Ils se rendent tous deux dans leur chambre pour la nuit, et Narsena se remémore le moment où elle a été guérie. Il s'avère que Narsena était la fille dans le carrosse, et que Lost était le gars qui l'a sauvée. Elle était reconnaissante après qu'il l'ait guérie, mais Lost s'est excusé de ne pas avoir pu faire plus. Narsena était étrangement positive, même si je suis presque sûr que les gobelins ont mis fin à la vie de toutes les autres personnes qui devaient se trouver dans la calèche. Elle n'avait pas l'air de s'en soucier et s'est jurée de devenir une aventurière. Narsena voulait rejoindre le groupe de Lost un jour, et elle a promis de le protéger. Depuis, Narsena s'est entraînée très dur, et elle a attendu longtemps pour être avec Lost. Lorsqu'elle a appris que Lost avait été expulsé de son groupe, elle s'est immédiatement précipitée vers la ville. La petite harceleuse est heureuse de constater que son plan a parfaitement fonctionné. Elle a formé un groupe avec Lost et ils ont même vaincu un orc. Comme elle fait tout cela pour lui, elle déprime en pensant que Lost n'a même pas reconnu qui elle était. C'est compréhensible puisque son apparence a beaucoup changé, mais ce n'est pas tout ce qui a changé. Lost est beaucoup plus fort qu'avant, et il ne semble pas avoir besoin de sa protection. Narsena sort de sa dépression et se rappelle qu'elle a promis de protéger Lost quoi qu'il arrive. Remotivée, Narsena se prépare à aller se coucher, mais une chose lui échappe encore, elle ne comprend pas pourquoi les gens traitent Lost d'incompétent alors qu'il est très puissant. Un coup d'œil en arrière montre que l'ancien groupe de Lost était en très mauvais état après avoir été anéanti par un redoutable dragon. Lost a soigné la jeune fille, mais il n'a pas pu la désintoxiquer. Il lui a assuré que le poison disparaîtrait si elle se reposait un peu,
mais cela n'a fait qu'énerver la jeune fille. Le groupe commença à se désagréger car le chef avait besoin d'eux pour le combat, mais la jeune fille n'était pas en état de se battre. Le groupe continua à se disputer parce que Lost leur avait dit qu'ils auraient besoin d'antidotes, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de s'en procurer. Le chef traita Lost d'ordure inutile et demanda à sa mage d'attaquer avec toute la magie dont elle disposait. Sa boule de feu n'a fait qu'exaspérer la bête terrifiante, et le chef s'est senti frustré par l'incompétence de toute l'équipe. Il se rendit compte que personne ne serait capable de diriger un groupe de perdants, et il battit en retraite tout en recommandant à tous les autres de faire de même. Le mage a immédiatement pris la fuite, et Lost a aidé la jeune fille blessée. Par la suite, Lost fut exclu du groupe de l'épée de foudre. Il a été blâmé pour leur échec face à l'hydre, et il a été exclu parce qu'il était un mauvais soigneur. Lost a expliqué qu'ils avaient échoué parce qu'ils avaient tous bu la veille, mais cela n'a fait qu'aggraver les disputes. Le chef a décidé que la mage choisirait le coupable, mais elle a été intimidée, et la faute a été rejetée sur Lost. De retour dans le présent, Lost se réveille et pense que ce n'est pas la première fois qu'une telle chose lui arrive. Il y a 6 ans, le titre de guérisseur le plus incompétent de Lost était déjà bien connu. Cependant, Lost n'a jamais renoncé à devenir un grand aventurier. Un groupe lui a proposé de le rejoindre, et Lost a accepté avec enthousiasme. Malheureusement, il s'avéra qu'il n'avait pas besoin d'un guérisseur, mais plutôt d'un appât vivant pour attirer l'attention des monstres. Les orphelins du labyrinthe comme Lost sont souvent utilisés comme appât vivant, mais ils n'étaient même pas doués pour cela, et le groupe a été éliminé. Lost a toujours détesté la douleur et méprisé la mort, mais lorsqu'il a vu une jeune fille en danger, il a mis tout cela de côté. Aujourd'hui encore, Lost ne sait pas exactement pourquoi il est allé l'aider. Il a combattu les gobelins du mieux qu'il a pu, mais il a fini par être assommé. Lorsqu'il s'est réveillé, Lost a réalisé que ce n'était pas lui qui avait sauvé la jeune fille, mais un groupe de chevaliers, ce qui signifiait qu'il était toujours incompétent. Mais ce n'est pas ainsi que la petite fille voit les choses. Elle remercia Lost, car sans lui, il n'aurait pas survécu assez longtemps pour que les secours arrivent. Lost l'a guéri, mais la petite fille a été horrifiée d'entendre à quel point il a été maltraité. Sa sympathie la poussa à pleurer pour Lost, et elle prit une décision. Elle se promit de devenir une aventurière pour pouvoir faire équipe avec Lost et le protéger. La jeune fille était issue d'une famille noble, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait jamais être aventurière. Lost le savait bien, mais ses paroles l'encourageaient toujours, et il décida de continuer à essayer de devenir un grand aventurier. Il finit par trouver un professeur et commença à s'entraîner. Il n'apprit que les techniques de guérison les plus élémentaires, mais il acquit également de nombreuses autres compétences essentielles aux aventuriers. Finalement, Lost s'est convaincu qu'il était devenu un grand aventurier, et c'est à ce moment-là qu'il a rejoint l'épée foudroyante. Lost remercie la petite fille pour ses paroles qui l'ont empêché d'abandonner l'idée de devenir un aventurier. Il vient de penser à elle parce qu'il était sur le point d'abandonner à nouveau après avoir été expulsé de l'épée foudroyante. Lost est heureux de ne pas avoir abandonné, car il n'aurait jamais rencontré Narsena. Narsena vient le voir et tous deux vont prendre leur petit déjeuner. Ensuite, ils se dirigent vers le labyrinthe, où ils ont l'intention de s'enfoncer encore plus profondément. À l'intérieur, ils arrivent à un cercle de téléportation, et c'est la première fois que Narsena en voit un. Chaque labyrinthe en possède un, et Narsena se demande s'il peut les envoyer n'importe où. Malheureusement, Lost doit expliquer à la jeune fille que les cercles de téléportation ne peuvent les emmener qu'à d'autres endroits dotés de cercles de téléportation. Narsena pense que les cercles de téléportation devraient être installés directement à l'intérieur des villes, mais elle se rend compte que cela faciliterait les attaques des monstres. Lost la corrige à nouveau en lui expliquant que les monstres ne peuvent même pas utiliser les cercles de téléportation. La raison pour laquelle les cercles de téléportation ne se trouvent pas dans les villes est que le savoir-faire nécessaire pour les créer a été perdu il y a des centaines d'années et qu'il n'y a personne qui puisse en fabriquer de nouveaux. Ils utilisent le cercle de téléportation et arrivent au niveau intermédiaire du labyrinthe. Les monstres qui apparaissent ici sont très puissants, il faut donc être prudent. Ils finissent par tomber sur quelques monstres, mais l'attaque de Narsena ne fonctionne pas. Lost explique que c'est parce qu'elle combat un lynchage, qui n'a pas de forme physique. Il s'agit d'un type de monstre qui s'est transformé en esprit, et les attaques physiques sont donc inefficaces contre lui. Les monstres de ce type seront difficiles à affronter pour des gens comme eux qui ne peuvent pas utiliser la magie, alors il pense qu'il devrait s'enfuir. Narsena refuse, car elle est sûre de pouvoir le vaincre. Ils mettent au point un plan, Lost attire l'attention du lynchage et l'attire vers Narsena. Avec un entraînement extrême, certains humains peuvent manipuler le pouvoir du ki dans leur corps. Les artistes martiaux comme Narsena, qui se sont entraînés pendant des années, sont capables de le faire. Ce qui permet à l'utilisateur d'attaquer des esprits comme le lynchage. Narsena utilise cette technique et détruit complètement le lynchage. Les deux héros célèbrent leur victoire, mais Narsena est blessé. Lost utilise un outil magique qui augmente les effets de guérison et soigne Narsena. Les pierres magiques trouvées par les aventuriers finissent par tomber entre les mains d'artisans qui les transforment en outils magiques. Le lynchage qu'ils viennent d'effectuer en double a laissé un noyau magique, et Narsena se demande à quel prix il se vendra.
Lorsqu'il retourne à la guilde, Amherst est une fois de plus émerveillée et reconnaissante pour les pierres que notre duo lui a apportées. Après avoir reçu une somme d'argent surprenante, le duo retourne en ville. Il tombe sur une grande dispute et Lost explique que beaucoup d'aventuriers ont eu des altercations ces derniers temps. Beaucoup d'aventuriers turbulents sont apparus, et cela commence à troubler la paix de la ville. Lost estime qu'il n'y a rien à faire, et qu'il devrait s'offrir un bon repas. La serveuse se demande s'ils peuvent vraiment se permettre un repas aussi coûteux, mais Lost lui dit de se calmer et lui apporte de la bière. Narsena veut elle aussi se faire plaisir, mais une serveuse enfantine lui explique qu'ils ne vendent pas d'alcool aux mineurs. Alors qu'il se régale, Narsena décide de poser une question qu'elle se pose depuis longtemps. Elle a vu une structure très haute dans la ville, sans entrée ni fenêtre. Cela ne ressemble pas à un monument, et il y en a plusieurs en ville. Lost ne sait pas non plus ce que c'est, mais il a déjà demandé à des habitants de la ville. Les artisans lui ont dit que c'était eux qui le construisaient, mais même eux ne savent pas de quoi il s'agit. Ce qui est encore plus étrange, c'est que personne ne sait qui est le client qui paie pour cela. Le plan de la structure et le paiement ont été apportés par un agent, et même derrière cet agent, il y avait un autre agent. Il y a une série d'agents impliqués, ce qui montre clairement que la personne derrière tout cela ne veut pas être trouvée. Les structures ne dérangent personne et les gens ne s'interrogent donc pas vraiment. Lost pense qu'il devrait plutôt construire un mur d'enceinte, mais Narsena préfère que la ville soit ainsi. Lost fait remarquer qu'ils sont vulnérables à une invasion, mais Narsena dit étonnamment qu'il n'y a pas besoin de protection. Il y a plus d'aventuriers dans cette ville qu'elle n'en a jamais vu, et les voleurs et les monstres n'auraient aucune chance en cas d'invasion. Plus tard, ils s'endorment tous les deux pour la nuit. Narsena veut dire quelque chose à Lost, mais elle finit par se dégonfler. Narsena se souvient qu'elle voulait partager sa chambre avec lui, mais elle n'arrive pas à lui dire. Lost, quant à lui, se dit qu'il est agréable de faire équipe avec quelqu'un. Il se demande si la fille qu'il a rencontrée il y a des années va se montrer, mais quoi qu'il en soit, il lui reconnaît le mérite de l'avoir aidé à aller aussi loin en tant qu'aventurier. Le lendemain, le chef de l'épée foudroyante présente une nouvelle guérisseuse à l'équipe. La jeune fille se présente, mais les autres ne sont pas très enthousiastes. Le chef est pourtant très positif et déclare qu'ils pourront certainement vaincre Hydra cette fois-ci. Ailleurs, un homme inquiétant apprend qu'une personne appelée la Belle au Bois dormant se trouve dans une certaine ville. C'est Ansam qui donne cette information, et il révèle que la Belle au Bois dormant a fait équipe avec Lost. L'homme est inquiet car le temps presse, et Ansam doit donc chasser Lost de la ville immédiatement. Plus tard, le groupe de l'épée foudroyante espionne de loin l'Hydre qu'il a déjà vaincu, tout en préparant sa nouvelle attaque. Le chef est impatient de venger la défaite passée du groupe, et il explique aux autres que lui et la guérisseuse attaqueront de front, tandis que le voyou se glissera dans le dos et que le mage les soutiendra avec de la magie. Lyra, la guérisseuse nouvellement recrutée par le groupe, rejette l'idée car elle ne peut pas se battre en première ligne. Cela surprend le reste du groupe, car leur ancienne guérisseuse était tout à fait capable d'assumer le rôle de première ligne. Lyra est encore plus choquée lorsque le groupe lui fait remarquer que c'est Lost qui a réussi à trancher la tête de l'Hydre la dernière fois qu'ils se sont battus. Lyra n'est pas en mesure de rivaliser avec lui, et le chef lui demande de rester en arrière pour qu'elle puisse se concentrer sur les soins et le traitement des poisons. Ce chef est déterminé à remporter la victoire, même sans Lost. D'une manière ou d'une autre, l'Hydre va tomber. Pendant ce temps, à la salle des guildes, Lost et Narsena remettent un nouveau butin impressionnant provenant du donjon. Amherst se demande si toutes ces richesses proviennent vraiment des niveaux inférieurs et si les deux ne se mettent pas inutilement en danger. Cependant, Lost lui assure que leur petite équipe joue la carte de la sécurité dans les niveaux les plus faciles du donjon. Amherst suggère qu'ils agrandissent un peu leur groupe et que, ce faisant, ils augmentent aussi leurs profits. Ses intentions ne sont pas du tout désintéressées, car cela lui rapportera aussi de l'argent. Lost reconnaît que c'est peut-être une bonne idée, mais décide que ce n'est pas le bon moment. Ils se contentent de la situation actuelle. Ils perçoivent leur salaire et se rendent compte qu'avec autant d'argent, ils peuvent se permettre de louer leur propre maison. La plupart des équipes aisées louent des maisons pour en faire leur forteresse, afin d'y stocker le butin et les objets de valeur qu'il serait impossible de mettre à l'abri dans un simple appartement. De plus, comme le dit Amherst, une chambre d'hôtel miteuse n'est pas un lieu propice à l'éclosion d'un véritable amour entre les membres du groupe. Pendant que Narsena rêve à toutes les possibilités, Lost se souvient de l'ancien bastion de son groupe et de la façon dont il a été forcé de dormir dans une salle de stockage exiguë. Lost aime rester positif, mais il n'a pas eu la vie facile. En parlant de difficultés, l'équipe Lightning Sword n'est pas en reste. Leur combat contre l'Hydre s'est mal passé, c'est le moins que l'on puisse dire. Les membres de l'équipe, meurtris par l'échec de leur excursion, sont frustrés par cet échec, du moins ceux qui peuvent encore tenir debout. Margulu est furieux et confus, frappant du poing contre la table alors qu'il s'efforce de comprendre pourquoi ils ne parviennent pas à vaincre l'Hydre. Pendant ce temps, Lyra s'occupe de désintoxiquer Armia, blessée, tandis que les autres se chamaillent. Ils commencent bientôt à réaliser que Lost, leur guérisseur inutile qui se plaignait mais obéissait quand même, était peut-être plus utile qu'ils ne le pensaient.
Margulu décide d'aller demander à Lost de revenir dans l'équipe. Après tout, qui pourrait refuser de rejoindre l'illustre Lightning Sword? Un peu plus tard, Lyra est réveillée par Armia, qui se sent beaucoup mieux après avoir été soignée. En écartant le rideau, elle propose à la mage de manger un morceau. En cherchant de la nourriture, elle découvre que Syberia et Margulu ont disparu et se demande où ils ont pu aller. Il s'avère que tous deux sont partis à la recherche de leur ancien coéquipier. Margulu, qui n'a pas froid aux yeux, apporte l'offre à Lost à la salle des guildes comme s'il s'agissait d'un cadeau, tout en riant et en prétendant que leurs abus passés n'étaient qu'un petit malentendu. Il devient évident que Margulu a dû mettre tous ses points de compétence dans l'art de l'éclairage au gaz. Il trouve excuse sur excuse pour le mauvais traitement que l'équipe a réservé à son ex-coéquipier et promet que les choses seront différentes maintenant, allant même jusqu'à jeter leur nouvelle guérisseuse sous le boisseau, la traitant de femme inutile. À la surprise générale, Lost remercie Margulu. Avant qu'un mot de plus ne soit prononcé, Narsena, qui a entendu tout cela, en a assez et se précipite pour intervenir. Il est hors de question qu'elle laisse une ordure comme Margulu lui voler son partenaire. Lost la calme en lui expliquant que, même s'il est reconnaissant de l'invitation et qu'il n'éprouve aucune haine envers son ancienne équipe après ce qu'elle a fait, il ne peut pas accepter. Il ne rejoindra pas Lightning Sword. Il a déjà un groupe et il est très heureux là où il est. Margulu n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Il suppose que cette mégère aux cheveux bleus doit manipuler Lost pour qu'il dise de telles choses, et il accuse ouvertement Narsena. Pour le guérisseur banni, c'est un pas de trop. Insulter le membre de son groupe était une grave erreur. Lost, qui n'est plus aussi aimable, saisit Margulu et l'avertit que s'il ose faire du mal à Narsena, lui et Lightning Sword le regretteront. Lost et Narsena laissent ensuite Margulu, mécontent et légèrement ébranlé, en proie à la colère. Il demande à Amherst de lui trouver un nouveau membre de groupe qui puisse les aider à combattre l'hydre. Il a besoin de quelqu'un de fort et de compétent qui puisse se tenir à ses côtés en première ligne. C'est alors qu'un nouveau guerrier mystérieux apparaît et propose ses services. Incertain mais désespéré, Margulu dégaine son épée pour tester l'étranger. Malgré l'avertissement d'Amherst qui interdit tout combat dans la salle des guildes, Margulu fonce tête baissée sur l'homme masqué. En un instant, le chef de l'épée foudroyante est désarmé avec une facilité déconcertante. Victorieux, le mystérieux épéiste masqué révèle qu'il s'appelle Shig, ce qui suffit à convaincre Margulu, qui l'accueille dans son équipe. Avec l'aide de Shig, ils vont certainement détruire l'hydre une fois pour toutes. Plus tard, à l'auberge, Sheila frappe à la porte de Lost. En jetant un coup d'œil hors de sa chambre, Narsena est nerveuse à l'idée que l'autre fille puisse tenter sa chance auprès de Lost avant elle. Elle est soulagée de constater que Sheila n'est là que pour informer le duo que des invités les attendent. Il s'agit en fait du reste de l'ancienne équipe de Lost, Armia et Lyra. Les deux femmes craignent que le troisième round contre l'hydre ne se déroule pas aussi bien que le pense leur chef, et elles sont venues demander l'aide de Lost. Il a été assez fort pour lui couper la tête la dernière fois, alors s'il est là, il peut sûrement aider à vaincre la bête sans que personne d'autre ne soit gravement blessé. Narsena soulève un point important lorsqu'elle se demande ce qui retient Armia et Lightning Sword. De toute évidence, personne dans l'équipe ne s'amuse, alors pourquoi rester dans les parages? La mage explique que Margulu a ses défauts, comme le fait d'être un menteur, un tricheur, un lâche, un bon à rien, un pourri, un fils de pute qui ne se brosse même pas les dents, mais qu'il reste leur coéquipier, et qu'elle croit en la loyauté. Cette déclaration met en colère Narsena, qui rappelle que Lost était aussi leur coéquipier, mais qu'ils l'ont quand même si maltraité. Il n'en faut pas plus pour qu'Armia s'effondre en larmes sous l'effet de la culpabilité qu'elle ressent. Narsena a raison, Armia sait qu'elle a fait du tort à Lost, mais elle avait peur d'être renvoyée de l'équipe si elle ne suivait pas Margulu, la première et la seule équipe dont elle ait jamais fait partie. Elle implore son pardon et Lyra tente de convaincre Lost que la mage est sincère, se souvenant qu'elle a crié son nom en se retournant dans son sommeil empoisonné. Lost, toujours aussi calme, réconforte Armia et accepte ses excuses. Il lui fait savoir qu'il n'y a aucune rancune entre eux, mais que, cela dit, il ne reviendra pas à l'épée de foudre. C'est un moment doux amer, interrompu par Miss Mary, la cuisinière, qui apporte un déjeuner extravagant à l'équipe. Elle pense notamment que le petit mage a besoin d'un peu de graisse sur ses os, ou au moins d'un sourire sur son visage, et sa cuisine peut lui apporter les deux. Lyra et Lost profitent de cette distraction pour se mettre à l'écart et discuter en privé. Narsena pense que Lyra et Armia devraient quitter leur équipe, mais ce n'est pas si facile. Lost, se souvenant des propos de Margulu sur leur nouvelle guérisseuse, l'avertit que si elle reste, elle risque de passer un sale quart d'heure avec l'épée foudroyante. Armia n'abandonnera pas son groupe, et Lyra n'abandonnera pas Armia, ce qui signifie qu'elles sont toutes les deux coincées dans leur situation difficile. C'est une situation difficile, et même Lost se sent en conflit. Il semble qu'aucun des deux groupes ne puisse vraiment faire quoi que ce soit. De retour à leur base, Lyra est présentée aux nouveaux membres du groupe. À sa grande surprise, elle reconnaît immédiatement son nouveau coéquipier, ce qui signifie que son petit masque de fantôme de l'opéra n'a pas beaucoup aidé. Elle l'appelle Zig, mais Margulu la corrige, il s'agit en fait de Shig, une personne complètement différente.
Lyra n'est pas dupe et exige de savoir ce qui se passe. Shig fait sa meilleure imitation de Kenshin Himura, mais lorsque Lyra lui fait remarquer que son épée a été volée et qu'elle appartient à un certain Monsieur Ronaldo, il perd son sang-froid et explique qu'il a hérité cette lame de son maître. Or, comment pourrait-il savoir qui est Monsieur Ronaldo s'ils ne se sont jamais rencontrés? Sa couverture de pacotille est mise à mal, mais Lyra abandonne et s'en va, permettant à Shig de continuer à jouer la comédie un peu plus longtemps. D'ailleurs, l'avoir à ses côtés ne sera peut-être pas si mal après tout. Alors que la tempête s'intensifie, les deux groupes s'aventurent, sans être sûrs de ce qui les attend. Notre héroïne aux cheveux bleus démontre exactement pourquoi elle est la partenaire idéale en éliminant à elle seule tout le groupe de monstres avec facilité. Lost est impressionné, mais Narsena est déjà impatiente de relever le prochain défi. Malheureusement, Narsena a perdu son ordonnance OIC et elle a faim, alors le prochain défi est le déjeuner. Il trouve un endroit parfait sur le sol sale du donjon, mais au lieu d'apporter des sandwichs, Narsena surprend Lost avec un énorme festin. Il s'avère que Betty Crocker les a forcés à prendre les restes de tout à l'heure, mais Lost n'a pas remarqué que Narsena avait apporté la boîte géante de nourriture. Alors qu'il s'empiffre, Lost explique à quel genre de monstre ses anciens coéquipiers sont confrontés. L'hydre est un ennemi vraiment terrible, avec plus de muscles qu'un protagoniste de JoJo et un corps recouvert d'écailles assez puissantes pour dévier les attaques physiques et magiques. Comme si le fait d'être indestructible ne suffisait pas, elle est également remplie d'un poison qui tue les protagonistes. Ces dragons sont assez rares, mais parmi les monstres de son calibre, c'est le plus courant. C'est pourquoi l'hydre a été longuement étudié par les aventuriers du passé, qui ont mis au point un certain nombre de méthodes pour en venir à bout. Son poison fait gicler le sang par les deux bouts, comme si l'on venait de manger un Taco Bell rempli de verre brisé, mais heureusement, il existe un antidote que l'on peut acheter. Mais heureusement, il existe un antidote disponible à l'achat. Il est cependant assez cher, et c'est pourquoi l'ancienne équipe de Lost n'en avait pas avant. Lost explique que son ancienne équipe devra s'en remettre entièrement à la magie détoxifiante de la nouvelle guérisseuse. Narsena ne peut s'empêcher d'être un peu nerveuse en entendant tout cela, mais Lost apaise ses craintes en décrivant le genre de personnes qui composent son ancienne équipe. Son chef, Margulu, a beau ressembler au héros gratuit des jeux mobiles, c'est un épéiste hors pair. Tant qu'il ne prend pas ses jambes à son cou et qu'il ne sous-estime pas son adversaire, Margulu peut être redoutable. Saberia n'est pas en reste, grâce à sa vitesse et à son agilité hors pair, son talent pour la furtivité lui permet de se faufiler parmi les monstres, même ceux qui ont autant de tête et d'yeux que les animateurs ont décidé d'en coller sur ce qu'on appelle une hydre. Narsena n'aime pas entendre Lost parler en des termes aussi élogieux de son ancienne équipe, car ils l'ont abandonné de la même façon que vous abandonnez un anime après le premier épisode de remplissage. Cependant, Lost dit que le seul langage qu'il connaît est la vérité, alors Narsena garde ses opinions pour elle pour l'instant. Elle se contente de dire qu'elle est fatiguée de devoir affronter le même donjon jour après jour. Lost convient qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, et Narsena évoque avec enthousiasme les marécages qui ne sont pas très loin. Pendant ce temps, nous rejoignons Lightning Sword. Ils sont au milieu d'un combat acharné contre l'hydre qui semble avoir été créé uniquement pour rappeler aux personnages secondaires qu'ils ne sont pas des personnages principaux. Margulu parvient à porter un coup tranchant à l'une des nombreuses têtes, et leur dernier membre, Shig, enchaîne avec un coup de taille qui manque de décapiter la bête. Poursuivant son avancée, l'épéiste de masse prépare un nouvel assaut, mais au moment où Salam atteint la bête, il recule et se replie. Margulu lui reproche de ne pas avoir terminé le travail, mais Shig répond en demandant si Margulu serait vraiment d'accord pour qu'il s'approprie toute la gloire. Il pense que, Margulu l'homme trophée, mérite ce trophée pour lui-même. Après tout, Margulu le tueur d'Hydra, sonne mieux que tous ces autres surnoms stupides. Désireux que j'arrête de me moquer de lui, Margulu fonce tête baissée sur le monstre, mais il est rapidement renvoyé après son attaque téméraire. Lyra est occupée à soigner leur voyou, mais elle n'arrive pas à croire que leur chef au cerveau dérouté fonce droit sur le monstre. Il n'a aucune chance parce que le dragon est en fait un char d'assaut ambulant avec plus de points noirs que le dos de Saberia. Lyra continue de se plaindre, mais Saberia lui répond qu'il est comme ça, qu'elle aime les mauvais garçons et qu'elle trouve sa stupidité plutôt charmante. Une fois ses blessures guéries et son terrible choix d'homme fait, la coquine s'empresse de retourner faire d'autres mauvais choix de vie. À ce moment-là, l'attention de Lyra se porte sur Shig, qui semble observer à distance, et elle se demande ce qu'il prépare. Le combat dure depuis un moment déjà, et l'hydre commence à ralentir. Les distractions de Saberia permettent à Margulu d'infliger des dégâts considérables, et dans ce monde où les lois sur le travail des enfants n'existent pas, Armia fait des heures supplémentaires avec ses assauts magiques. Grâce à la combinaison de leurs pouvoirs, Lyra est persuadée que l'hydra va bientôt tomber. Ses espoirs sont anéantis lorsque l'hydre envoie un énorme rocher dans la poitrine de la petite ouvrière, qui aimerait maintenant assembler des Nike comme les autres enfants. Armia est terrifiée de voir que le monstre a maintenant fixé son regard sur elle. Elle pousse un cri à glacer le sang lorsque le monstre se rapproche d'elle, et les choses prennent une tournure sombre lorsque quelque chose d'étrange commence à se produire. Une substance sombre, semblable à de la fumée, commence à émaner de son corps.
Personne ne peut l'identifier jusqu'à ce que Shig souligne qu'il s'agit de la peur. Il s'avère que la peur est exactement ce dont se nourrissent les monstres comme l'hydre pour devenir plus forts. Ce qui est étrange, c'est que la peur n'est généralement pas visible à l'œil nu. L'équipe se rend rapidement compte qu'elle a été entourée par la fumée qui s'échappe de toutes parts. Lyra est choquée de constater qu'il s'agit de mana, une chose que l'on ne trouve que dans les parties les plus profondes du labyrinthe. Mana, peur, quoi que soit cette brume, l'hydre l'absorbe avec avidité et commence à se transformer. Avec suffisamment de puissance magique, les monstres sont capables de muter, ce qui peut souvent augmenter leur capacité et les transformer en adversaires encore plus terrifiants. Malheureusement, au lieu de le transformer en quelque chose de vraiment créatif, le studio d'animation à petit budget s'est contenté de changer sa couleur et de lui ajouter quelques têtes. Malgré tout, la bête est plusieurs fois plus puissante qu'elle ne l'était auparavant, et Lyra n'aurait jamais imaginé voir une transformation se produire dans la vraie vie. L'épée foudroyante n'a aucun moyen de vaincre ce monstre amélioré. Shig dit donc à Lyra de s'occuper du mage et à Margulu qu'il est temps de battre en retraite. Margulu, le légendaire tueur d'Hydra, ne bat pas en retraite. Il charge à nouveau, avec l'intention de prendre au moins une tête, mais lorsque sa lame entre en contact avec les écailles de l'hydre, elle se fissure et se brise en deux, l'abandonnant complètement, comme la souris de jeu bon marché que vous avez achetée vous abandonne en plein milieu d'un match. Sans défense, Margulu a failli trouver un nouveau foyer au fond de la gorge de l'hydre, mais Lost apparaît pour le sauver juste à temps. Margulu est choqué de voir son ancien coéquipier, mais il n'a pas le temps de parler. Avec l'aide de Narsena, les deux hommes parviennent à repousser l'hydre, mais Lost est attendu ailleurs. Shig fait remarquer que Lost n'est qu'un simple guérisseur et l'envoie soigner Armia pendant qu'il retient la bête. Lyra a utilisé tous ses points de personnages secondaires et ne peut donc plus aider leur mage déchu. Heureusement, Lost arrive avec de nombreux jetons d'armure d'intrigue et utilise son humble capacité de guérison sur Armia. Lyra s'exclame que le sort de soin de base est loin d'être suffisant, mais elle est stupéfaite de le voir utiliser un autre soin, puis un autre encore. Lyra est confuse et se demande si Lost n'est pas en train de dérailler en disant « soigner » plusieurs fois, mais Saberia explique que Lost fait simplement ce qu'il fait toujours en superposant les soins. Même le Golden Boy dit que c'est assez courant pour Lost, mais pour Lyra, cela n'a aucun sens. Mettre un pansement sur une blessure est utile, mais en mettre 10 par-dessus le premier n'accélère pas la cicatrisation. Heureusement, le réveil d'Amira, grâce à Lost, donne tort à ce je sais tout. Lyra ne peut que se demander qui est vraiment Lost, et Armia le remercie de l'avoir maintenu en vie pour qu'elle ne soit pas renvoyée pour avoir quitté le travail plus tôt. Non loin de là, Shig fait ce qu'il peut pour arrêter l'hydre, mais il semble que le monstre ait attendu Lost, comme s'il se souvenait de lui et voulait se venger. Heureusement, Narsena et Shig sont là pour l'aider, et les trois se préparent au dangereux combat qui les attend, tandis que les autres se tiennent à l'écart et décident d'observer les véritables héros se mettre au travail. Le grand tueur d'Hydra ne se plaint pas non plus, mais seulement parce que son épée est cassée, et non parce qu'il est lâche. Le combat intense commence lorsque Narsena donne un coup de poing paralysant et que Lost profite de l'ouverture qu'elle lui offre. Pendant ce temps, la grande épée de Shig tranche une tête d'un seul coup. Margulu est choqué de voir que sa lame ne s'est pas brisée, mais Lyra explique qu'il s'agit d'une épée magique. Margulu est stupéfait car il a entendu parler de cette lame légendaire, et elle est bien meilleure que sa pathétique épée dont sa petite amie se moque toujours. C'est alors qu'une erreur coûteuse de Narsena voit une de ses frappes contrée par l'hydre, et qu'elle est projetée au sol. Fait troublant, le monstre ne l'attaque pas, mais semble la prendre en otage et met Lost au défi de l'affronter en un contre un. Lyra intervient en expliquant que les monstres ne deviennent pas seulement plus forts lorsqu'ils se transforment en de légères variations d'eux-mêmes, ils deviennent aussi plus intelligents. Ce monstre a maintenant plus d'intelligence dans une tête que tout le groupe, et son cœur est plein de vengeance. Lost n'est pas un voyou, il dit à tout le monde de rester en arrière et il accepte le défi. Lost s'élance, mais la scène s'interrompt rapidement pour laisser place à un vieil homme déçu. Lorsque nous revenons au combat, nous constatons que Lost a été vaincu. Même si le dragon a 1 million de points de QI, il n'hésite pas à se défouler sur les nuls, et il nargue Lost en poussant un cri de guerre. Lost espère seulement que le dragon ne va pas commencer à le taquiner, et il tend la main à son fidèle coéquipier avant de perdre connaissance. Les autres tremblent de peur car ils n'ont plus d'autre choix, mais le corps de Lost commence à battre. Tout le monde est choqué de voir notre héros trouver la force de se relever, cette fois en brûlant d'une terrible aura. Il s'avère que le mystérieux vieil homme n'a pas été déçu par la faiblesse de Lost, mais par le réveil de la puissance intérieure de Lost, qui aurait dû rester dans un sommeil éternel. C'est alors qu'une corne incandescente jaillit du front de Lost, sous l'effet d'une soudaine poussée de puissance. Le dragon sent immédiatement le danger et s'approche pour mettre fin au combat, mais il est trop tard. D'un seul coup, Lost détruit l'hydre, la réduisant à sa plus simple expression avant de s'effondrer, inconscient. Lorsque notre guérisseur OP préféré se réveille, il trouve une Narsena très inquiète penchée sur lui. Heureusement, Lyra était là pour le guérir, mais elle lui rappelle qu'une telle magie ne pousse pas sur les arbres et qu'elle lui enverra sa facture plus tard, et qu'elle risque de lui faire plus mal que l'hydre.
Elle lui demande ce que signifiait cette histoire des « excitations », mais Lost n'a aucune idée de ce dont elle parle. Quoi qu'il en soit, ses anciens coéquipiers ont changé d'attitude plus vite qu'on ne change de vêtements après avoir réalisé qu'on ne s'est pas douché depuis une semaine. Margulu est ravi de constater que son bon ami Lost est si fort, et il est convaincu qu'avec lui à leur côté, il pourrait même battre le maître du labyrinthe en personne. Saberia lui rappelle que personne n'a encore vu le maître et lui dit qu'il devrait ralentir un peu. Pour l'instant, ils peuvent vendre toutes les pierres magiques qu'ils ont récoltées après avoir vaincu l'hydre. Un tel butin réparti entre 3 suffit à les rendre tous assez riches. Lost fait remarquer que plus de 3 personnes ont aidé, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'épée de foudre. Margulu estime que les 2 débutants de l'équipe n'ont pas fait assez pour mériter leur part, et il pense que Narsena n'est que le trophée Uefu de Lost. Margulu déclare alors que lui, le voyou, et Lost peuvent réclamer le prix pour eux-mêmes. Même la pauvre Armia n'est pas incluse car, après tout, le travail des enfants est bon marché. Le maléfique Margulu va même jusqu'à suggérer qu'Armia ne se réveillera peut-être jamais, et qu'il ferait mieux de la vendre pour gagner un peu d'argent, vu son inutilité en tant que mage. Narsena en a rapidement assez de cette sombre tournure des événements et assomme Margulu d'un solide coup de poing. Le trophée déchu commence à se plaindre que les membres de la guilde n'ont pas le droit de se battre entre eux, et il exige que les autres témoignent contre Narsena. Bien entendu, les personnes qu'il vient d'énerver n'ont rien vu et n'ont rien à témoigner. Heureusement pour lui, sa coéquipière est là pour le soutenir, et elle dit qu'elle fera savoir à la guilde qu'il collabore pour enfreindre la loi. Sheik change d'avis et déclare qu'il a peut-être vu quelque chose après tout. Cependant, aux grandes dames de Margulu, il révèle que ce qu'il a vu, c'est quelqu'un qui tente de trafiquer une jeune fille. Lyra est d'accord, un pervers a certainement essayé de vendre une personne inconsciente, un crime diabolique qui mérite d'être puni, même dans un monde animé fictif. Sheik dit qu'il ne peut pas laisser passer ça, et Margulu est choqué quand il fait allusion à sa véritable identité. Par la suite, Margulu et Saberia reçoivent leur juste tribut et sont attachés comme on l'est lorsqu'on regarde un anime et que ses amis veulent passer du temps ensemble. Sheik enlève son petit masque qui ne cache absolument rien pour révéler sa véritable identité, son vrai nom est Zik, une surprise absolue de la part des animateurs. Il s'avère qu'il est un aventurier de la Guilde royale des aventuriers, ce qui n'est pas rien. Il explique qu'en tant que membre de la Guilde royale, il est chargé de surveiller les autres aventuriers et de protéger la ville, un travail habituellement réservé aux aventuriers locaux, qui font défaut depuis quelque temps. Lorsqu'il est arrivé pour enquêter, il est immédiatement tombé sur Lightning Sword et, depuis, il les surveille de près, derrière son déguisement parfait. Zik était complètement méconnaissable derrière le masque, et il a été témoin de beaucoup de choses. Il n'est donc pas surprenant que Margulu et Saberia soient jugés inaptes à la guilde et qu'ils soient expulsés de l'association. Il est probable que ces deux-là finiront par passer leur vie aux travaux forcés, à nettoyer de l'huile pour bébé après chaque fête de Didi. Ils commencent à se plaindre, mais Lost les ignore et demande à parler à Zik en privé. Étonnamment, il demande que ses anciens coéquipiers soient épargnés pour une raison ou une autre. Lost explique qu'autrefois, ces deux-là étaient de bons aventuriers avec des rêves et des aspirations, mais qu'ils ont été corrompus par l'idée d'être les meilleurs. Ils sont peut-être assoiffés de richesse et de statut social, mais ils ne sont pas vraiment mauvais, juste égarés et perdus. Le discours de Lost fonctionne bien mieux que le mien lorsqu'il s'agit d'échapper à une contravention pour excès de vitesse, si bien que Zik accepte et les libère tous les deux. Cependant, il s'assure qu'ils comprennent qu'il pourrait toujours les surveiller, mais qu'ils ne le sauront jamais car il portera à nouveau son masque. Les deux chanceux n'ont pas besoin d'être convaincus et s'enfuient rapidement, espérant sortir définitivement de l'histoire. Zik explique que même s'ils avaient été expulsés, ils continueraient à être sournois, essayant de faire du trafic humain avec tous ceux qu'ils rencontreraient. Ainsi, en tant qu'aventurier, la guilde peut garder un œil sur eux. Mais Amherst n'en est pas si sûr. Il aurait été facile de surveiller ces deux-là dans la capitale, où les aventuriers de haut niveau cachent leur identité à l'aide de déguisements sophistiqués, mais ici, ce n'est qu'une petite ville et ils n'ont pas ce genre de ressources. Zik est d'accord et lui propose de rester un peu pour s'assurer que les choses restent au même niveau par ici. Après tout cela, Narsena ne se sent pas très bien dans ce qui vient de se passer. Elle regrette d'avoir convaincu Lost d'aider ses anciens coéquipiers, mais Lost n'est pas inquiet. Il a peut-être encore des sentiments pour son équipe, mais il est satisfait de la façon dont les choses se sont terminées et n'a pas de regrets. Il remercie Narsena et lui demande de rester sa partenaire, ce qu'elle accepte volontiers. Ce soir-là, Zik et Lyra discutent de sa véritable mission. Zik explique qu'il est venu enquêter sur la ville à la lumière de toutes les mutations en cours, comme l'hydre qu'ils viennent d'abattre. Il s'avère que Zik a utilisé un autre déguisement en plus de l'ancien pour se cacher des hautes sphères, une moustache, qui a pratiquement effacé son existence de la surface de la Terre. Grâce aux informations qu'il a recueillies, il pense que la guilde des aventuriers est directement responsable des mutations, et il soupçonne même le chef en charge d'être derrière tout ça. Il demande à Lyra de l'aider et de former un groupe ensemble, comme au bon vieux temps. Lyra, bien qu'hésitante, accepte à une condition, Armia, la mage, doit rejoindre le groupe.
Zig souhaite la bienvenue à la nouvelle recrue et déclare qu'il aura besoin de toute l'aide possible, surtout maintenant qu'il a été témoin de la force monstrueuse dont Lost a fait preuve lors de leur combat. Quelqu'un comme Lost exige toute leur attention. Plus tard, nous constatons que les trois ratés, Zig, Lyra et Armia, se sont regroupés. La jeune mage semble assez secouée après avoir fait autant de travail d'enfant, et Lost la félicite, ainsi que les autres, d'avoir fait équipe. Lost et Narsena commencent ensuite la journée en se rendant à la salle des guildes. La bataille contre l'hydre leur a laissé quelques pierres magiques à échanger contre de l'argent, mais Lost est plus intéressé par leur première quête. Il leur explique que le métier d'aventurier ne se résume pas à combattre des monstres. La recherche d'objets importants et la défense de ceux qui ne peuvent pas se défendre font également partie des devoirs et des responsabilités d'un aventurier. Il souhaite que Narsena acquiert le plus d'expérience possible, et celle-ci manque de s'évanouir lorsqu'elle réalise à quel point il tient à elle. À la guilde, le couple est accueilli par des regards étranges et venimeux de la part des autres. La nouvelle de la victoire de Lost sur l'hydre semble s'être répandue, et il prévient sa partenaire que des salauds pourraient vouloir voler leur pierre magique. L'un d'entre eux, Marnell, s'approche de Lost et lui demande s'il a un moment pour parler. Devant l'hésitation de Lost, Marnell dit au reste de ses acolytes d'aller casser des cailloux, pour qu'ils puissent avoir une conversation plus personnelle. Lost détermine que ce type ne veut pas de ces pierres précieuses, mais il est toujours surpris lorsque Marnell baisse soudainement la tête et s'excuse au nom de tous les aventuriers. Bien qu'ils sachent quel genre de type était Margulu, ils n'ont rien fait et n'ont jamais essayé d'aider Lost. Pour ne rien arranger, ils se sont même moqués de sa chevelure stupide et de sa personnalité insipide. Ils l'appelaient alors le Lost incompétent et ne lui ont jamais accordé la moindre attention. Narsena est prête à lui mettre le pied à l'étrier et dit à Marnell qu'il ne suffit pas de s'incliner. S'il veut vraiment s'excuser, il doit polir l'épée de Lost et embrasser ses pierres. Marnell trouve que c'est allé trop loin, mais cela rend Narsena encore plus furieuse. C'est loin d'être comparable aux années et aux années que Lost a dû supporter leur manque de respect, mais c'est un bon début. Lost, essayant d'éviter d'être annulé pour avoir forcé quelqu'un à polir son épée, dit que tout cela n'est pas nécessaire. La vérité, c'est qu'il est toujours incompétent en matière de guérison, que les choses n'ont pas beaucoup changé et qu'il préférerait qu'il continue à l'insulter. Les deux se mettent d'accord, et c'est comme si toute la tension s'était évaporée de la salle des guildes, donnant à nos héros l'occasion de vendre leur joli butin. Amherst regarde la pierre magique qu'ils lui ont apportée et, comme toutes les femmes à qui j'ai montré ma collection de Pokémon, elle est impressionnée par sa taille et son étrangeté. Lost soupçonne que sa forme étrange est le résultat de la mutation du monstre, et Narsena craint que cela n'affecte le prix. Il s'avère qu'elle a raison, la guilde est prête à payer 10 fois ou plus ce qu'elle paierait normalement pour quelque chose d'aussi précieux et rare. Les monstres ne devraient pas absorber assez de mana pour se transformer de la sorte en dehors du labyrinthe. Les autres rapports épars de monstres agissant étrangement ne font qu'accroître les soupçons de Lost et il demande pourquoi la guilde n'envoie pas quelqu'un pour enquêter. Avant qu'Amherst ne puisse répondre, Monsieur Anzom arrive, donnant l'impression d'être un personnage principal bien qu'il ne soit que le responsable de la guilde. Il leur demande de le rejoindre dans son bureau et, après avoir parcouru les rapports, mentionne que les transformations de monstres sont rares, mais pas inédites. Anzom explique qu'il est trop beau pour s'occuper de choses aussi insignifiantes, et que si Lost a peur, il est peut-être temps pour le guérisseur de quitter cette ville une bonne fois pour toutes. Narsena est plus qu'ennuyée par Monsieur Cul-de-Sac, et Amherst lui répond que c'est justement le genre de gars qu'il est. Elle évoque ensuite Monsieur Mist, l'actuel président de la guilde, un homme si vieux qu'il peut à peine quitter son propre bureau et trébuche souvent en montant à l'étage. Face au déclin mental évident de Monsieur Mist et sans avoir à passer par un processus de sélection compétitif, Anzom a pris les fonctions de président. Il a la réputation, parmi les autres employés de la guilde, d'être strict et sans état d'âme. Lost n'est pas intéressé par les potins du travail, il faut donc lui montrer toutes les quêtes disponibles. Narsena est consterné par le caractère dérisoire de certaines d'entre elles, comme celle où un homme veut juste aller pêcher dans le lac souterrain du labyrinthe et a besoin d'une escorte. Amherst, désireux d'obtenir plus d'argent, lui rappelle que tout travail avec une récompense est un travail qui vaut la peine d'être fait. Lost tombe alors sur une mission qui consiste à vaincre une bande de monstres. Narsena se réjouit de l'idée d'une mission digne de ce nom, mais Amherst lui dit que ce n'est pas possible. Il s'avère qu'un phénix se trouve dangereusement près d'un cercle de téléportation qu'il devrait traverser. La quête leur rapporterait beaucoup d'argent, mais pour un guérisseur et un artiste martial, essayer de combattre un phénix, c'est du suicide. Ils n'ont pas d'attaque à longue portée, donc pour qu'ils acceptent la quête, ils doivent avoir au moins un guerrier, un mage et un soigneur qui peut utiliser des soins de zone. S'ils veulent vraiment vaincre la bête et obtenir l'énorme récompense, ils auront besoin d'aide. Nos deux héros s'enthousiasment lorsqu'ils réalisent qu'ils connaissent les trois parfaits aventuriers qui ont récemment formé un groupe. Lyra et Zig sont intéressés par le travail, Lyra ayant l'audace de chuchoter à propos de Lost juste devant lui, comme s'il avait perdu l'ouïe. Elle dit à Zig que c'est une bonne occasion d'observer le guérisseur banni, puisque c'est la raison pour laquelle il est resté dans les parages. Il demande ensuite à Armia ce qu'elle en pense,
mais la petite magicienne est trop occupée à se demander pourquoi ses choix de vie l'ont amenée à rejoindre ses perdants. Armia décide de faire ce qu'il pense être le mieux et dit qu'elle est simplement surprise que Lost veuille à nouveau faire équipe avec elle après qu'elle l'ait, top 10 anime trahi. Notre héros est prompt à pardonner et à oublier, et il ne garde aucune rancune envers son ancienne coéquipière. Ils n'ont plus qu'à se tourner vers l'avenir, et cet avenir consiste à faire équipe pour botter quelques phénix. La bande se met au travail pour préparer la journée du lendemain, qu'il s'agisse de s'occuper de la paperasse de la guilde, de rassembler les fournitures ou d'acheter l'équipement nécessaire. Lost et Narsena sont sur le point d'aller chercher des potions quand elle est soudain prise dans les bras d'un inconnu torse nu. Faire peur à un combattant est un bon moyen de se faire lancer de l'autre côté de la rue, et Narsena se libère et prend un coup, avant de réaliser qu'il s'agit de quelqu'un qu'elle connaît. Mademoiselle Ralma se présente comme une enchanteresse et aventurière de premier plan, connue sous le nom de « Dieu du feu », un surnom terrible qu'elle s'est choisi. La surprise de Narsena de voir une vieille connaissance est vite remplacée par la méfiance lorsqu'elle demande si Ralma a été envoyée par son père. Ralma confirme qu'elle a été envoyée par le père de Narsena, puisque son enfant préféré s'est enfui tout seul pour s'enfuir avec un garçon quelconque. Mais ce qui est surprenant, c'est que Narsena n'est pas la seule à connaître Ralma. Lorsque la rousse remarque le garçon dont il parlait, elle est surprise de constater qu'il s'agit de son ancien et inutile élève Lost. Il s'est en effet entraîné avec elle pendant une courte période, mais son manque d'habileté les a poussés à se séparer. Quant à Narsena, Ralma est un vieil ami de son père. Ce contexte passionnant étant posé, Ralma demande à la guérisseuse de lui accorder un moment en tête-à-tête avec Narsena, afin de discuter d'affaires familiales importantes, qui ne concernent pas un étranger comme lui. Lost se sent pousser des ailes et refuse de partir. Narsena est importante pour lui parce qu'ils sont partenaires et qu'il n'est pas un étranger. Si Ralma est là pour la ramener à son père, comme il le soupçonne, alors il n'ira nulle part. Ralma, amusé par l'audace de son ancien disciple, lui demande s'il pense pouvoir vraiment l'arrêter. Lost lui dit de « juste essayer », et le légendaire « Dieu des flammes » envoie alors la boule de feu la plus lente de l'histoire de l'anime du bout de sa fourchette. Lost l'esquive facilement et la seule victime du feu est la cuisse de dinde de quelqu'un d'autre. Narsena tente de calmer le jeu en expliquant qu'elle ne s'est pas vraiment enfuie, mais qu'elle a plutôt oublié de dire à qui que ce soit qu'elle partait. Elle a tout de même laissé un mot, qui disait simplement qu'elle partait retrouver son « grand frère », Lost, et qu'elle lui disait de ne pas s'inquiéter. Pour une raison ou pour une autre, elle pensait que son père serait soulagé d'apprendre que sa jeune fille impressionnable s'enfuyait sans un mot pour courir après un homme étrange. Ralma demande une explication pour son comportement tout à fait étrange, et Narsena hésite parce que la vérité est un peu gênante. Narsena est trop gênée pour révéler qu'elle avait des espions qui surveillaient Lost depuis longtemps, des yeux et des oreilles qui ne signalaient pas seulement ses déplacements et ses actions, mais aussi le fait qu'il avait été expulsé de Lightning Blade. Comme toute bonne traqueuse, Narsena a saisi sa chance et l'a saisie. Lost, voyant le malaise de sa partenaire, lui dit qu'elle devrait peut-être aller voir son père, d'autant plus que pour être aventurier, il faut l'autorisation de ses parents. Narsena est un peu blessé et effrayé de l'entendre dire cela, surtout parce que son père pourrait refuser et qu'il risquerait de ne plus jamais se revoir. Ralma met les choses au clair en disant que son père ne voit pas d'inconvénient à ce que sa fille devienne aventurière, mais qu'il craignait qu'elle ne revienne avec un petit ami minable. Tout ce que son père veut savoir, c'est si sa fille est en sécurité et si elle ne sort pas avec un spectateur d'anime. D'après Ralma, Narsena va bien, et elle lui dit de s'en remettre à elle pour convaincre son père. Cela fait, le dieu du feu demande à son stupide apprenti de lui apporter du vin pour qu'elle puisse parler de lui en privé. En tant qu'ancienne enseignante, elle se demande pourquoi Narsena est si captivée par un homme aussi incompétent que lui, mais Narsena prend la défense de Lost. Elle le défend en évoquant ses nombreux points forts et les compétences qu'elle a pu constater de visu depuis qu'elle fait équipe avec lui. Il est fort, sage et réfléchi, mais surtout, Lost est un homme bon, qui fait passer les autres avant lui, comme Narsena, qu'il a tout fait pour guider et aider à acquérir de l'expérience en tant qu'aventurière. Même si c'est elle qui est venue le sauver, elle s'est rendue compte, comme nous tous, qu'elle n'est qu'un fardeau, et l'idée de cela est plus qu'elle ne peut supporter. Ralma explique que Lost n'a jamais défendu personne de toute sa vie, à l'exception de Narsena. Il a changé grâce à elle, et il semble que ce soit pour le mieux. Ralma suggère à la jeune fille de rester encore un peu avec son amie guérisseuse et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur voyage. Quant à elle, elle a sa propre mission. Monsieur Mist, le mystérieux président de la guilde, a des secrets que le dieu du feu compte bien révéler. Une fois les préparatifs terminés et les doutes écartés, l'équipe composée de Lyra la guérisseuse, Zig le sage, Armia la magicienne et, bien sûr, de notre guérisseur compétent préféré et de son compagnon de combat est rassemblée et prête. Il y a un pauvre phénix qui va se faire démolir. L'équipe se téléporte dans le donjon pour commencer sa chasse, et Narsena est prête à lancer les mains dès que ses pieds touchent le sol. Pour elle, c'est à vue, mais aucun phénix ne les attend, pas dans un espace aussi étroit. Se frayant un chemin à travers les couloirs étroits,
La bande est en chasse, elle sait que sa proie ardente préférera les grands espaces, plus adaptés à un monstre volant de cette taille. La recherche prend fin lorsqu'il tombe sur une vaste caverne. Bordée de piliers brisés et surmontée d'un haut plafond, Armia et Narsena sont surprises de constater que même au plus profond du labyrinthe, il existe des espaces aussi vastes. Lyra se souvient qu'il s'agit probablement de la zone dont elle a entendu parler, on raconte qu'un nouveau chemin a été découvert dans les environs, une partie du labyrinthe qui n'a pas encore été explorée par les aventuriers. Et comme tous les aventuriers le savent, au bout de chaque sentier inexploré du labyrinthe se trouve tout le trésor non réclamé que l'on peut désirer. L'enthousiasme de Lyra est contagieux, et les filles sont ravies à l'idée de la richesse et de la gloire. Mais Seg leur rappelle qu'il y a un problème, un gros monstre effrayant garde le chemin, et personne n'a encore réussi à le franchir, si bien que la guilde a mis sa tête à prix. En enquêtant sur les lieux, Lost découvre rapidement des signes de combustion parmi les décombres, et il en conclut que cela ne peut être que l'œuvre du phénix. Pour tester son idée, il prend une pierre et la lance plus profondément dans la caverne. Son rebondissement sur la roche se répercute dans les étendues sombres. Férocement territorial, le phénix attaque dès qu'il détecte un intrus, et Lost compte bien sur lui. Au moment voulu, le labyrinthe s'illumine d'un portail brillant au plafond. Il en sort une boule de feu qui fait le tour de la pièce avant de dévoiler ses ailes et de s'envoler. Le phénix est arrivé, et la bataille ne fait que s'intensifier. Pendant ce temps, au Guildhall, Amherst est occupé à ne rien faire lorsque la guerrière en maillot de bain franchit la porte d'entrée. Désespéré, Amherst accueille la rousse avec un sourire enjoué dans la branche de la guilde des aventuriers de Marmite. Ralma est un peu surpris par l'amabilité du personnel à l'égard des aventuriers. Mentant comme une arracheuse de dents, Amherst dit qu'il est naturel pour elle d'être gentille avec les aventuriers. La vérité, c'est que Ralma a moitié nue est la première femme qu'elle voit qui ne soit pas habillée comme une nonne ou une caissière de banque dans cette ville. Le peu qu'elle porte est manifestement fait de matériaux nobles, voire de qualité magique. Amherst sait reconnaître un équipement coûteux quand elle le voit, alors qui que soit la rousse, elle vaut certainement la peine d'être connue. Amherst pense qu'elle est une cible sur laquelle il est possible de gagner beaucoup d'argent, c'est pourquoi elle propose à Ralma de l'aider de toutes les manières possibles. Ralma ne perd pas de temps et demande à voir le président de la branche. Amherst, un peu inquiète, demande à Ralma si elle a un rendez-vous, ce qui n'est pas le cas. Elle demande à Ralma si elle a une recommandation, mais elle n'en a pas non plus. Amherst demande si Ralma n'est pas la fille ou la petite-fille du président, mais là encore, c'est non. Ralma révèle qu'elle est juste là pour tabasser le vieux monsieur président et mettre fin à ses jours. Amherst ne laisse pas cette folle le voir, et elle n'arrive pas à croire que Ralma s'est permis de tuer le maître de la guilde. Leur dispute attire l'attention de tout le monde et on assiste à la colère de la déesse du feu. Elle s'apprête à tout brûler et à voir ce qui sortira des cendres. Heureusement, Anzom, l'aspirant héros, est également présent. Il prend Ralma au dépourvu et ramène les choses à la température ambiante. Il sait exactement qui elle est et de quoi elle est capable, et Anzom pense qu'une conversation civile dans son bureau serait préférable. Dans le labyrinthe, le combat contre le phénix fait rage, mais l'équipe se retrouve frustrée par la capacité de l'oiseau à voler, apparemment, ils sont connus pour cela parfois. Lost est tellement troublé qu'il rêve même d'abandonner son épée tchadienne et de prendre un arc pour une fois. Narsena est au moins rassuré par le fait que tant que le phénix reste hors de portée, il ne peut pas les blesser. Ils ne peuvent peut-être pas l'attaquer, mais il ne peut pas non plus les attaquer. Insulté, le phénix lance un éclair de flamme sur la bimbo aux cheveux bleus qui ose envahir son espace. Lost la sauve de l'explosion juste à temps. Comme si ce n'était pas évident, il explique que son bec, ses serres et son corps brûlant ne sont pas les seules armes dont dispose le phénix. Ses attaques les plus dangereuses sont ses boules de feu. Personne n'est plus déçu que Narsena, car elle n'a plus aucun moyen de le frapper à mort. De retour à la guilde, Ralma a des questions à poser au président en exercice, et Anzom lui fait remarquer qu'elle n'est pas la seule, ces derniers temps. Il se souvient que Lost est venu il n'y a pas si longtemps pour parler du labyrinthe et du comportement étrange des monstres qui s'y trouvent. Anzom explique que Lost est un pleurnichard et qu'il a dit aux perdants d'aller se faire voir ailleurs. Heureusement pour l'intrigue de cette histoire, cela ne marchera pas avec le dieu du feu. Ralma veut juste savoir pourquoi la population de la ville est composée de voyous et de mécréants. Même la salle des guildes ressemble à une conférence des méchants de Batman, tant il y a de types louches. Ralma sait que c'est la guilde qui les a invités, et elle veut savoir pourquoi. Elle veut aussi savoir ce qu'il en est des piliers mystérieux et certainement liés à des rituels qui se trouvent un peu partout dans la ville. L'intuition féminine et le bon sens lui disent qu'il y a quelque chose de louche ici, et qu'il est impossible qu'il ne sache pas la vérité, ou pire, elle soupçonne Anzom d'être à l'origine de tous ces mensonges. Dans une petite ville du labyrinthe comme Marmet, la guilde a une autorité absolue, ce qui signifie que l'homme en charge de la guilde est en quelque sorte le roi de la ville. Le roi Anzom nie tout et plaide le cinquième. Il affirme qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe ou de ce qu'elle raconte. Il n'est qu'un humble et ignorant président de guilde, et comme il le dit lui-même, il n'est qu'un acolyte. Ralma s'énerve, car elle en a assez de le voir jouer les idiots.
Elle l'accuse de remplir la ville de minables pour faire fuir les aventuriers respectables, les aventuriers qui se posent des questions et qui pourraient se demander ce qui se passe dans la guilde. Elle suppose qu'il ne veut pas que l'on découvre l'existence d'un cercle de transmutation caché dans la ville. Peut-être parce qu'il se passera bientôt quelque chose d'important qui nécessitera le sacrifice de nombreux aventuriers, de préférence ceux qui ne manqueront à personne lorsqu'ils seront partis. Elle compare cet événement à ce qu'on appelle la ruée vers le labyrinthe, un événement terrible qui s'est produit dans le passé et dont le souvenir hante encore le monde. De retour avec l'équipe, le labyrinthe s'est transformé en champ de bataille alors que le phénix continue de lancer des boules de feu sur nos héros à distance. Lyra craint que s'ils ne sont pas d'abord réduits en miettes, les incendies brûleront tout l'oxygène de la caverne avant qu'ils ne puissent arrêter le monstre. Quant à Lost, il se rend compte que ce phénix est plutôt malin, puisqu'il est en infériorité numérique, il essaie de les repousser avec une tactique plutôt réfléchie. Il recouvre la pièce d'une mer de feu pour les brûler vifs, mais il utilise aussi le feu pour consommer tout l'oxygène de la pièce. Lost fait remarquer qu'ils sont confrontés à l'Einstein des phénix, et Seg est choqué par l'idée d'un monstre capable d'utiliser son cerveau. Fatigué de se cacher, il appelle Armia et lui demande si elle peut utiliser la magie de l'eau. C'est une question qu'il aurait dû poser avant de se lancer dans un combat contre le phénix, mais heureusement, Armia en est capable. Le plan qu'ils mettent au point est simple, Armia va abattre le phénix avec sa magie de l'eau en s'attaquant à ses ailes. Une fois au sol, les autres sauteront sur lui et lui botteront les fesses. Il faut beaucoup de temps pour lancer une magie assez puissante pour blesser un phénix, et après tout ce que la petite mage a vécu récemment, il n'est pas surprenant qu'elle soit un peu ébranlée par l'idée. Seg, qui rayonne toujours de l'énergie du personnage principal, lui rappelle qu'il se battra à ses côtés et que rien ne lui fera de mal tant qu'il sera là. Le fait est qu'elle a tout un groupe de compagnons dignes de confiance sur lesquels elle peut compter. Lyra, Narsena et Lost sont tous dans le même bateau, et tant qu'ils formeront une équipe, elle n'aura pas à s'inquiéter. Ces mots inspirent Armia, et l'équipe se lance à l'assaut. Ceux qui sont en première ligne s'élancent, attirant l'attention du phénix, tandis qu'Armia et Lyra restent en retrait, préparant la magie cruciale dont elles auront besoin. Appelant une flèche d'eau, la petite mage la lance sur le phénix, réussissant à étouffer l'une de ses ailes. Seg charge le monstre qui tombe, et veut enfoncer son sabre, mais l'entaille est trop superficielle. De retour à la salle des guildes, le duel verbal entre Ralma et Anzom se poursuit. Ralma explique que tous les signes indiquent qu'un déchaînement se profile à l'horizon, et elle ne veut pas entendre nier les problèmes évidents qui entourent le labyrinthe. Le mana y est incontrôlable et les monstres mutent à tout va. De retour parmi nos héros, le phénix digère sous les yeux de l'équipe. Il s'agit d'une autre transformation étonnante de monstre qui transforme le phénix en un phénix légèrement plus grand. Les mutations de ce type sont censées être rares, mais Armia se retrouve confrontée à une nouvelle mutation juste après la précédente. La jeune fille n'en peut plus de cette malchance et commence à paniquer. Lyra n'en revient pas que cette gamine n'ait pas retenu la leçon du dragon, la peur ne fait que nourrir la bête. Dès que le phénix détecte la terreur de la jeune fille, il bondit sur elle pour l'engloutir dans les flammes. Lyra l'attrape et tente de se mettre à l'abri, mais il est trop tard, le feu bleu est sur elle, et il n'y a plus de place ni de temps pour se cacher. Au moment où les filles semblent sur le point de devenir ces chéteaux bleus flamboyants, Seg arrive pour les sauver. L'épéiste tient sa promesse, s'élançant sur la trajectoire du feu et le tranchant avant qu'il n'atteigne Armia. Seg déclare qu'il ne laissera pas l'oiseau poser ses ailes sur elle, et il dévie d'autres boules de feu avec sa lame. Seg appelle ensuite la mage, lui disant de trouver le courage de se lever. S'ils ont la moindre chance d'abattre ce monstre, c'est grâce à sa magie. Lyra lui donne un coup de main, mais la petite mage dit à la fille qui a été à ses côtés tout au long de l'anime qu'elle n'a pas besoin de son aide. Si elle n'a pas la force de se lever seule, comment pourrait-elle soutenir ses coéquipières? De retour avec le dieu de la flamme, elle quitte la guilde frustrée et sans réponse. Elle décide de se défouler sur l'un des piliers de la ville, mais la pierre blanche ne fait qu'absorber et dissiper ses flammes. Son attaque aurait été très utile dans ce combat contre le phénix, mais pour l'instant, l'équipe doit faire ce qu'elle peut, et ce que Narsena peut faire, c'est donner des coups de poing. Elle assène son meilleur coup d'estoc au phénix, mais elle n'est pas Tyson, et le monstre bat en retraite, indemne. Narsena, elle, s'est enflammée et court dans tous les sens en perdant la tête. Pour se venger, après avoir reçu un coup de bec, le phénix tente d'utiliser ses serres sur Narsena, mais Lost intercepte l'attaque avec son épée. Mais les flammes sont très puissantes et l'acier même est fondu. La situation n'est pas brillante, mais Armia a eu tout le temps nécessaire. Avec l'aide du soigneur, Armia invoque Flèche de glace, un sort de niveau supérieur qui ne manquera pas d'abattre le phénix. L'attaque atterrit et l'aile de l'oiseau est brisée, mais ce n'est pas suffisant pour le mettre à terre. Il vole cependant beaucoup plus bas maintenant, suffisamment pour que Narsena se jette à nouveau dans l'arène. Elle saute sur les décombres d'un pilier pour prendre suffisamment d'altitude et abattre son pied sur la tête du phénix. Une attaque qui le prend complètement au dépourvu et le fait retomber brutalement sur la terre. C'est l'occasion ou jamais pour Lost d'enfoncer sa lame. Notre guérisseur Bani donne le coup de grâce et terrasse le phénix d'un seul coup de poignard. Dans la foulée,
L'équipe ne peut s'empêcher d'être impressionnée par sa petite mage. Elle s'en est vraiment sortie, et leurs félicitations ont fait pleurer Armia. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un bon groupe d'amis qu'elle pourrait appeler son groupe. Lyra est heureuse que Lost ne soit pas passé en mode Super Saiyan, mais Sek décide qu'il devra quand même garder un œil sur notre héroïne. Ensuite, ils retournent à la taverne de Marmet pour prendre un verre. Ils y trouvent Ralma qui les attend et qui a bu suffisamment pour tous. Elle attendait le groupe, et Lost est surpris qu'elle ait su où les trouver. Apparemment, Amherst l'a vendu sans hésiter lorsque Ralma lui a jeté quelques pièces. Amherst est clairement un chercheur d'or, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Lost car il va se faire de l'argent avec la prime du Phénix. Ralma lui suggère d'acheter une autre tournée d'élixir d'or, mais il lui propose plutôt d'aller chercher de la nourriture pour qu'elle puisse dégriser. Contrairement à Narsena, qui ne se lasse pas de son charme rustique, la nourriture ici n'est pas vraiment au goût de Ralma. Sheila, l'apprentie tavernière, l'entend et n'est pas contente. Le regard qu'elle leur lance montre clairement que leur prochaine commande sera accompagnée de son assaisonnement spécial. En fait, Narsena aime la nourriture et Ralma n'est pas surpris, car Narsena n'a connu que la vie riche du manoir de sa famille. Les autres sont choqués d'apprendre que Narsena appartient à une famille célèbre pour sa richesse, et personne n'est plus surpris que Lost. Narsena est la fille du comte Analestria, et c'est la même petite fille qui l'a sauvée il y a des années. Dans le repère du président, Anzom et lui discutent des événements récents, plus de mutations, plus de problèmes, mais le plus inquiétant est l'apparition du dieu du feu, Ralma. Le président ne semble pas inquiet, au contraire, il est heureux qu'elle soit enfin arrivée. Il aura bientôt besoin de l'aide de son disciple pour s'occuper de Ralma. Plus tard, Narsena est très déçu par la petitesse du sac de Lost. Cette fois, leur récompense n'est pas aussi bonne qu'auparavant, et elle exprime son immense mécontentement à Amherst, qui est patiemment assis derrière le comptoir. Ils viennent d'abattre un phénix entier, cette récompense dérisoire n'est pas suffisante. La pierre magique qu'ils ont extraite était à elle seule plus grosse que la bourse qu'on leur a donnée, et elle souligne que le phénix a même muté. Amherst est un peu agacé par cette carène aux cheveux bleus, mais Narsena n'en a pas fini. Elle rappelle à Amherst que c'est elle qui leur a dit de revenir aujourd'hui pour récupérer leur gain parce qu'elle avait besoin de temps pour tout rassembler, et pourtant, elle leur donne si peu. Il n'y a rien de tel que la colère d'une femme trompée, et Narsena est sur le point d'avoir un moment de colère. Mais Amherst se contente de sourire et lui demande de vérifier la récompense. Narsena détache le porte-monnaie, et tous ses doutes et ses plaintes s'évanouissent instantanément à la lumière de Tandor. Amherst explique que la quantité de pièces d'argent et de cuivre dont elle avait besoin pour les payer aurait été trop importante pour qu'il puisse la porter, et qu'elle a donc fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il soit payé avec élégance. Lost intervient et dit à Narsena de prendre l'argent, au grand embarras de cette dernière. Il glisse à Amherst son énorme cachet de manager, et elle le prend, mais Lost a déjà tourné les talons et s'en va. Amherst remarque son humeur étrange et demande à Narsena ce qui lui arrive, mais celle-ci n'a pas de réponse. Aujourd'hui, la ville grouille de monde et, sur la place du marché, des enfants se rassemblent pour assister à un spectacle de marionnettes. Tout en mettant de la musique dans l'ambiance, le conteur leur raconte une histoire héroïque. Dans les profondeurs d'un sombre labyrinthe, il y a un dragon maléfique dont l'avidité s'est emparée de tout. Tous les 200 ans, cette bête insatiable se réveille, pillant, brûlant et faisant généralement d'autres choses de dragon maléfique. Pourtant, il y en a un qui s'est opposé à sa tyrannie, le puissant héros. La bataille épique décidera du sort du monde, et le conteur demande à son auditoire captif qui, selon lui, gagnera. Non loin de là, Lost et Narsena se sont attablés pour un repas agréable, mais les choses ne se passent pas comme prévu entre eux. Narsena ne sait pas trop quoi dire, alors elle évoque la récompense. Avec autant d'argent, il pourrait sûrement envisager de louer une maison pour eux. Lost est un peu choqué par la soudaineté de cette suggestion, mais Narsena lui rappelle que cela fait longtemps qu'elle a été faite. Louer une vraie maison, c'est logique, c'est pratique et plus facile que de passer ses journées à l'hôtel. C'est du moins ce que lui a dit Amherst. Elle a fait des recherches et sait qu'ils peuvent se permettre non seulement de louer, mais aussi d'acheter quelque chose pour eux-mêmes. L'idée qu'une femme s'occupe des finances heurte la sensibilité masculine de Lost, et il demande à Narsena si elle se sent mal à l'aise chez Miss Mary. Comme elle se tient à l'arrière-plan, Narsena répond sagement qu'il n'y a pas de meilleur hôtel en ville, la nourriture est fantastique et les lits sont confortables, mais c'est là le problème. Parce qu'il est si beau, tout le monde veut y séjourner, ce qui signifie qu'ils doivent chaque jour faire face à la foule bruyante d'étrangers qui vont et viennent. Lost est d'accord, ce qui lui donne de l'espoir et fait rêver Narsena, qui imagine qu'ils partageront une maison confortable à la campagne. Assise au coin du feu et buvant du thé, Narsena rêve d'avoir une bonne et longue conversation avec Lost, elle s'imagine parler avec lui jusque tard dans la nuit, et plusieurs fois s'il le faut. L'idée la fait danser sur son siège, mais Lost la fait sortir de ses gonds en lui disant qu'il est trop tôt. C'est un gagnant, après tout, et seuls les perdants développent des intrigues, alors ils devront continuer à vivre dans des chambres séparées à l'hôtel. Ils pensent qu'il est plus important pour eux d'économiser leur argent et de réfléchir aux grandes questions auxquelles ils doivent répondre, comme la formation d'un groupe.
S'ils ont réussi à vaincre ce phénix, c'est grâce à l'aide qu'ils ont reçue, et Seg leur a déjà demandé d'unir officiellement leurs forces. Narsena se demande pourquoi Lost n'arrête pas de parler de Seg, mais qui peut l'en blâmer? Seg est un homme parmi les hommes, fort, charmant, beau, et son épée est énorme. Quoi qu'il en soit, avec Seg, Lyra et Armia dans leur groupe, ils pourront s'enfoncer dans le labyrinthe. Narsena est visiblement frustré que le labyrinthe soit la seule chose dans laquelle Lost essaie de s'enfoncer. À l'hôtel, la bande se réunit autour d'un excellent dîner pour célébrer la formation de leur nouveau groupe. À la fin du repas, Armia est épuisée et Lyra se porte volontaire pour la ramener dans sa chambre. À ce moment-là, Lost a dû remarquer que Lyra et Seg chuchotent toujours autour de lui. Lyra dit discrètement à Seg que c'est l'occasion pour lui de faire plus ample connaissance avec leur mystérieuse amie guérisseuse. Les filles partent et Narsena les suit, car elle a des choses à dire à Lyra, de fille à fille. Dans la chambre d'Armia, la jeune mage dort profondément, mais les deux autres sont loin d'être endormis. Lyra est choquée de voir à quel point Narsena cherche à attirer l'attention de Lost, mais Narsena lui dit de se taire, tout l'hôtel n'a pas besoin de connaître ses affaires. Cependant, elle a besoin des conseils de Lyra. Lost a rejeté sa proposition de vivre ensemble, et maintenant elle ne sait pas quoi faire ni comment se sentir. Lyra la réconforte en lui disant que Lost l'adore et que son refus peut être dû à n'importe quoi, il peut être timide, lent à changer ou tout simplement stupide, et elle termine en souriant, les hommes sont parfois comme ça. Narsena est heureuse d'avoir demandé conseil à Lyra, car c'est exactement le genre de cougar dont elle avait besoin pour résoudre son problème. Lyra rôde autour des hommes depuis si longtemps qu'il n'y a rien qu'elle ne sache pas sur eux. Lyra dit qu'elle peut comprendre parce qu'elle a soif de quelqu'un depuis longtemps aussi. En bas, Lost et Seg discutent de la même chose autour d'une tasse de vin. Le guérisseur ne sait pas si l'achat d'une maison est une bonne idée, et Seg évoque ce qu'a dû ressentir Narsena lorsqu'elle lui a demandé de l'aide et qu'elle a essuyé un tel refus. Il se demande si Lost la déteste, mais personne ne peut détester la meilleure fille, Narsena. Quand ils se sont rencontrés, c'est elle qui lui a donné le courage de devenir l'aventurier qu'il est aujourd'hui. Ensuite, elle a été la seule à oser former un groupe avec Lost après que son ancienne équipe l'ait jeté comme un déchet. Seg demande alors à Lost s'il aime Narsena. Notre garçon devient rouge d'embarras, incapable de sortir un mot, ce qui est une réponse suffisante pour Seg. Seg lui-même est le sujet de conversation à l'étage, alors que les filles parlent de la fois où Lyra et lui se sont rencontrés pour la première fois. Lyra raconte son passé dans la capitale royale et comment ils ont tous deux fait partie du même groupe au début. Elle se vante d'être la plus belle, ce qui lui vaut souvent des ennuis avec les hommes qui se joignent au groupe juste pour l'approcher. Quelqu'un mentionne que même Margulu de son ancienne équipe voulait lui sauter dessus. C'est à ce moment-là que les filles se rendent compte qu'Armia est réveillée, après avoir entendu tous ces ragots de romances juteux, il est impossible que la mage puisse dormir. Les deux filles ont hâte que Lyra continue son histoire, et elle raconte une fois que Seg et les autres sont partis, et que l'un de ses coéquipiers les plus disgracieux a essayé d'aller trop loin. Naturellement, elle s'en est occupée elle-même, mais lorsque Seg est revenu, il était différent. Il a déversé sa frustration sur l'imbécile et a quitté le groupe à son tour. Seg explique lui-même pourquoi il a dû disparaître de la sorte. Lyra lui a peut-être pardonné d'avoir laissé entrer une telle personne dans leur équipe, mais il ne s'est jamais pardonné à lui-même. Il n'avait aucune idée de ce qu'il était censé faire, alors il s'est rabattu sur la seule chose qu'il comprenait. Il a accepté un travail d'investigation dans une petite ville aux prises avec des monstres, et le voilà. Il ne s'attendait pas à recroiser Lyra si tôt. Une voix demande si Lyra aime vraiment Seg, et les filles se rendent compte que le petit gremlin, Sheila, s'est introduit dans la pièce pour livrer la nourriture qu'elles ont commandée. De retour avec les garçons, Seg demande à Lost ce qu'il compte faire. Lost explique qu'avant de prendre une décision, il doit voir le certificat d'immatriculation de cette fille. C'est alors qu'Amherst entre en scène, se commande une bière et dépose le rapport commandé par Lost. Apparemment, Amherst s'occupe d'espionnage et Lost l'a engagé pour fouiller le passé de Narsena. Nous retournons ensuite au spectacle de marionnettes pour l'apothéose choquante de l'histoire. Le héros est tombé, et il semble que le dragon maléfique est presque gagné. Jusqu'à ce qu'apparaisse la Belle au bois dormant, qui détient le seul pouvoir capable de maîtriser le dragon et de replonger la bête dans son sommeil. Amherst passe ensuite en revue ce qu'il savait déjà sur Narsena. C'est une fille riche issue d'une famille riche qui devait tout hériter, jusqu'au jour où elle a décidé de devenir une aventurière fauchée. Il n'est pas rare que la noblesse devienne aventurière, mais il est tout de même étrange que son père ait autorisé une telle chose. Il s'avère que ce n'est pas le cas, du moins au début. Narsena explique à ses filles que ses cheveux sont dans une teinture bon marché. Elle était blonde avant de se réveiller un jour et de constater que ses cheveux avaient changé de couleur sans aucune explication. C'est la raison pour laquelle Lost n'a pas pu la reconnaître. Amherst poursuit en disant que le jour où les cheveux de Narsena ont changé de couleur, c'est le jour où son père a changé d'avis sur le fait qu'elle devienne une aventurière. Narsena est désemparée et ne comprend pas ce changement d'avis. Heureusement, Seg est là pour mettre les choses au clair, il dit que Narsena ne vivra plus très longtemps. Ses cheveux bleus doivent représenter le peu de temps qu'il lui reste à vivre,
Et son père devait donc vouloir qu'elle vive au mieux avant la fin. Amherst n'en est pas sûr, car Narsena est le genre de fille qui donne des coups de poing au phénix pour gagner sa vie, et elle n'a donc pas vraiment l'air d'une personne sur le point de s'écrouler. Le plan de Lost est donc de la faire rentrer chez elle au moins une fois de plus. Si Narsena veut toujours devenir aventurière après cela, il continuera à la soutenir comme il l'a toujours fait. De son côté, Narsena a fait beaucoup pour en arriver là, et elle l'a fait pour un garçon qu'elle aimait bien. Les autres filles sont elles aussi des harceleuses un peu flippantes, alors elles sont impressionnées par sa proactivité. Même Lyra est un peu jalouse, ce qui donne une idée aux autres. Entraînée en bas par les autres filles, Lyra est obligée de demander à Seg à un moment pour parler. Seule dans le patio, elle lui demande d'être sa partenaire, mais Seg lui répond qu'ils sont déjà dans la même équipe. Lyra doit expliquer les choses clairement à l'imbécile, qui finit par comprendre. La seule réponse qu'il donne à sa demande est qu'il devra y réfléchir. Ce n'est pas la réponse qu'elle espérait, mais le simple fait de penser à une relation est un progrès, et elle s'en contente. En entendant tout cela, Lost trouve le courage de demander à Narsena de venir lui parler plus tard. De retour au spectacle de marionnettes, nous assistons à la conclusion dramatique de l'histoire du héros, du dragon et de la Belle au bois dormant qui sauve le monde. Pour arrêter le monstre maléfique, la Belle au bois dormant doit se sacrifier. À la fin du spectacle, nous constatons que la marionnette a des cheveux bleus qui nous sont très familiers. Dans les profondeurs du donjon, un demi-orc imposant patrouille dans les couloirs sombres à la recherche d'une proie. À l'insu de l'ORC, un groupe d'aventuriers l'observe depuis l'ombre, attendant le bon moment pour passer à l'action. Une fois ce moment passé, le groupe tente de s'enfuir, mais se heurte à un second monstre qui lui barre la route. Les aventuriers commencent à paniquer, inquiets de se retrouver coincés entre les deux bêtes. Le chef du groupe dit aux autres de ne pas perdre leur sang-froid car il a un plan. Il appelle le plus jeune membre de l'équipe, un garçon appelé Case, et lui dit que c'est sa chance de briller. Tout le monde sait que les demi-orques ne résistent pas aux faibles, alors les autres jettent Case en pâture pour qu'il serve de distraction parfaite pendant qu'il s'enfuit courageusement. Dans l'hôtel de Marie, Narsena observe étrangement une saucisse en pensant à Lost. Lyra et Seg remarquent que leur ami artiste martial est très préoccupé et reproche à Lost d'être à l'origine de cette situation. Depuis qu'il lui a dit qu'il devait lui parler de quelque chose de très important, la jeune fille est très distraite. Ils disent à notre héros qu'il doit se mettre au travail et dire ce qu'il a à dire, ce que Lost finit par accepter. Il dit à Narsena qu'il est temps d'avoir leur conversation, mais l'intrigue a d'autres plans, car Case arrive en trombe par la porte d'entrée. Sheila et les autres se précipitent aux côtés du pauvre garçon, horrifiés par son état. Lyra et Sheila emmènent Case dans une chambre pour le soigner. Narsena demande à Sheila comment elle le connaît, et Miss Marie explique qu'elles sont toutes les deux très amies. Elles le sont depuis que Marie a appris que Case était orphelin et qu'elle a commencé à l'inviter à manger. Comme la plupart des enfants rendus orphelins par le labyrinthe, Case voulait devenir un aventurier et était très heureux d'avoir rejoint le groupe. Lost a déjà entendu cette histoire et s'excuse auprès de Narsena car ils vont devoir mettre un terme à leur conversation pour le moment. Plus tard dans la journée, à la guilde des aventuriers, Marnell et son groupe ont réussi à attraper les anciens coéquipiers de Case. Il annonce à Lost que la prime qu'il a placée sur leur tête a fonctionné et que les criminels ont avoué leurs crimes. Le regard que Lost lance aux trois aventuriers traîtres leur donne des frissons, et Marnell lui demande ce qu'il veut faire d'eux. Lost répond qu'il n'y a pas besoin de violence supplémentaire, qu'il veut juste qu'ils quittent la ville pour de bon. Marnell les libère, mais avec un avertissement, s'ils se montrent à nouveau à Marmite, ils recevront bien pire qu'une bosse sur la tête. Alors qu'ils s'enfuient vers le soleil couchant, Amherst apparaît et tente de réprimander Lost et Marnell pour leur justice d'autodéfense. Marnell fait remarquer à juste titre qu'il n'aurait pas besoin de faire régner la loi et l'ordre si la guilde faisait son travail et régulait les aventuriers comme elle est censée le faire. Amherst trouve cela difficile à contester et dit que c'est ainsi que les choses se passent, elle ne peut que suivre les ordres des supérieurs. Comme à l'accoutumée, Anzom sort et affronte le groupe. Il reproche aux aventuriers de faire ce qu'ils veulent et de ne pas faire part de leurs griefs à la guilde. Il va même jusqu'à dire que ce sont eux qui méritent d'être bannis pour leurs actions. Ces paroles mettent en colère les aventuriers à qui il s'adresse, et il commence à crier et à l'insulter. Il menace même de lui botter les fesses s'il a le culot de recommencer. Lost calme le groupe et dit qu'il va parler personnellement à Anzom pour régler cette affaire. Dans le bureau de Anzom, Lost explique ce qui est arrivé à Case. Il tente d'expliquer qu'une ville du labyrinthe et ses orphelins sont inséparables, l'un devant s'occuper de l'autre, ce qu'ils font dans toutes les villes de la guilde, sauf celle-ci, pour une raison inconnue. Anzom répond en se demandant si une autre ville a réussi à résoudre son problème d'orphelin. Comme Lost n'a pas de bonne réponse, Anzom poursuit en disant que Marmite n'est pas un village aisé. Ils n'ont pas les ressources ou la main-d'œuvre nécessaires pour gaspiller des solutions non testées et inefficaces comme le font d'autres villes. Sa réponse semble totalement absurde à Lost, qui s'énerve de l'indifférence totale de Anzom. Comme d'habitude, le chef de la guilde répond que si lui ou quelqu'un d'autre n'aime pas la façon dont les choses sont faites à Marmite, il est libre de s'en aller. Personne n'est forcé d'aller dans le labyrinthe ou de devenir aventurier. Lost, frustré,
demande s'il existe un autre moyen de résoudre ce problème que la fuite, et Anzom mentionne la rédemption. Il raconte alors ce que quelqu'un lui a dit il y a longtemps, les aventuriers vivent toujours dans le danger, les incompétents méritent de mourir. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Ces mots semblent étrangement familiers à Lost, mais il n'arrive pas à savoir d'où ils viennent. Il obtient sa réponse lorsqu'Anzom révèle la cicatrice sur son bras et demande à Lost s'il se souvient de lui. Lost est stupéfait de réaliser que Anzom est en fait le même garçon nommé Noxem qu'il a connu il y a longtemps. En revenant dans le passé, nous rejoignons le jeune Anzom sur la piste avec un groupe d'aventuriers. Il est alourdi par des tonnes de sacs et d'équipements, car les autres l'utilisent comme une mule. L'un des aventuriers sans cœur lui jette un sac de plus, et le poids le renverse. Leur chef le réprimande pour son incompétence et l'avertit que s'il n'est même pas capable de porter leurs affaires, il ne sera pas payé du tout. Alors qu'il rit et l'abandonne dans la boue, un jeune Lost s'approche et donne un coup de main à Noxem pour porter son fardeau. Il lui demande si le garçon va bien et lui propose son aide, mais Noxem est trop fier pour l'accepter et s'en va en claquant la porte. Au coucher du soleil, le groupe s'est installé autour du feu de camp, à l'exception de Noxem et de Lost, qui doivent rester seuls dans le froid et l'obscurité pendant qu'ils montent la garde. Noxem se dit qu'il ne finira pas perdant comme Lost et se promet de devenir un jour un grand aventurier. Bientôt, le groupe s'endort et va se coucher. Plus tard dans la nuit, Noxem est réveillé et s'écrie qu'il ne s'est pas endormi pendant son tour de garde. Heureusement pour lui, c'est Lost qui l'a réveillé. Le jeune guérisseur fait taire Noxem et lui dit qu'il doit prévenir les autres car des gobelins arrivent. Une fois tout le monde sur pied, ils interrogent Lost sur les gobelins, exigeant de savoir combien ils sont. Malheureusement, il explique qu'ils sont trop nombreux pour être comptés. Surplombant la horde de monstres, le chef du groupe reconnaît qu'ils n'ont aucune chance de gagner s'ils engagent le combat, mais il dit aux autres de ne pas s'inquiéter car il a un plan. Tout le monde sait que les gobelins ne résistent pas aux faibles, alors il jette Lost et Noxem du haut de la falaise pour servir de distraction parfaite pendant qu'ils s'enfuient courageusement. Noxem n'arrive pas à croire ce qui se passe et commence à crier vers le haut de la falaise, mais Lost lui dit qu'il n'y a personne. C'est ainsi que les choses se sont toujours passées. Les aventuriers ne les ont jamais engagés que pour transporter leurs marchandises et les utiliser comme appât. Lost dit à Noxem qu'il va s'en sortir vivant et se venger, et que si Noxem a la force de se mettre en colère, il a assez de force pour se sortir de ce pétrin. Les deux hommes sortent leurs armes, se présentent et se préparent au combat de leur vie. Les garçons parviennent à s'échapper et à se cacher dans le tronc d'un vieil arbre. Mais ils sont complètement encerclés par les gobelins et n'ont aucun moyen de s'échapper. Lost demande à Noxem si sa blessure est grave, mais il lui répond que ce n'est qu'une égratignure. En colère et vaincu, Noxem dit qu'au moins, ils ne mourront pas incompétents. En effet, ils ont réussi à distraire ces salauds. Lost, quant à lui, n'est pas sûr que leur méchant coéquipier ait réussi à s'enfuir. Il explique que lorsque les gobelins chassent en meute comme celle-ci, ils préfèrent s'attaquer à des groupes importants plutôt que de perdre leur temps avec des traînards. Ces paroles s'avèrent prophétiques car les cris des aventuriers se font entendre au loin, attirant les gobelins. Noxem rit en écoutant ceux qui l'ont trahi recevoir leur juste tribut. Lost dit même qu'il aimerait aider s'il le peut, et Noxem n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent rien faire pour l'instant, alors ils décident de partir tant qu'ils le peuvent. La blessure de Noxem l'arrête cependant dans son élan, et Lost se précipite pour le soigner. Noxem lui dit de ne pas faire l'idiot, Lost doit courir avant que les gobelins ne reviennent, mais le guérisseur n'en veut pas. C'est alors que nous entendons ces mots familiers prononcés par Anzom. Il dit que les incapables méritent de mourir et que les faibles n'ont pas le droit de vivre. Lost s'emporte et dit que le monde ne fonctionne pas comme ça. Peu importe qu'il soit faible, il y a toujours une chance qu'un jour il se rachète. Noxem lui demande comment il peut savoir cela, et Lost lui répond que c'est parce qu'il s'est lui-même racheté un jour. De retour dans le présent, Noxem, maintenant connu sous le nom de Anzom, dit que ses paroles étaient vraies à l'époque. Le monde est dur pour les incompétents, mais ce n'était pas lui et Lost qui étaient incompétents, c'était leur coéquipier traître qui ne comprenait pas la nature des gobelins. Ils ont survécu parce que ces aventuriers étaient faibles. Il poursuit en expliquant qu'après avoir pris des chemins différents, il a finalement été recueilli par Myst, le président de la branche de la guilde de cette ville. Lost félicite son ancien compagnon d'avoir réussi à s'en sortir, mais Anzom n'évoque pas le passé pour parler du bon vieux temps. Il parle de tout cela pour rendre à Lost la faveur qu'il lui a faite. Il dit à Lost de partir parce que c'est la meilleure chose qu'il puisse faire pour lui-même. Il devrait également emmener cette fille, Narsena, avec lui, car c'est d'elle que Lost devait parler lorsqu'il a évoqué sa rédemption. Les négociations n'aboutissant à rien, Lost se tourne vers Marnell et les autres et s'excuse. Il dit qu'il n'a rien accompli, mais Amherst les convoque tous les deux pour une brève discussion dans la salle de stockage. À l'étroit dans l'espace privé, elle murmure qu'ils ne sont pas les seuls à être contrariés par la façon dont la guilde gère les choses. Nous nous retrouvons ensuite dans le futur, lorsque Lost explique ce qu'Amherst lui a dit. Elle a suggéré de se débarrasser des monstres qui ont infesté les terres voisines de la ville. Narsena demande pourquoi la guilde n'a pas lancé de prime pour ces monstres, mais comme le dit Amherst,
Anzom et Myst ne semblent pas s'en préoccuper. Elle a dit qu'elle les couvrirait pendant qu'ils s'occupent eux-mêmes des monstres. Elle fera également de son mieux pour s'assurer que les bonnes personnes entendent parler de ce qui se passe dans cette ville sans se faire prendre. En attendant, ils doivent s'occuper de la menace des monstres. Après avoir entendu tout cela, Narsena se plaint qu'ils doivent toujours travailler très dur. Lost lui dit de ne pas s'inquiéter car Amherst a promis d'acheter les pierres magiques qu'il pille à un prix plus élevé en payant avec leur propre argent. Lost et Marnell sont choqués d'entendre la cupide Amherst dire cela, mais elle les calme en leur donnant un coup sur la tête. La promesse de plus d'argent stimule Narsena, qui n'hésite pas à se lancer. En quittant l'hôtel, il trouve Case et d'autres enfants qui s'entraînent avec Seg et Lyra. Le jeune garçon semble complètement guéri, et même si Lyra aimerait s'en attribuer tout le mérite, elle admet que Case est un dur à cuire. Seg met fin à l'entraînement à l'épée et déclare qu'il est temps de pratiquer l'art sacré des coups de poing, et que personne n'est un meilleur professeur que Narsena. Lyra demande à Lost s'il a enfin eu cette conversation avec Narsena, mais Lost admet humblement qu'il a complètement oublié. Heureusement, il semble que Narsena soit redevenue elle-même. Pendant ce temps, Anzom se présente à Monsieur Myst et lui remet une lettre de la capitale. Cette lettre émane du Premier ministre lui-même et leur demande de garder un œil sur Narsena, comme toutes les autres lettres l'ont fait avant elle. Anzom se pose la question suivante, Narsena est-elle vraiment la belle au bois dormant qui les sauvera tous du méchant dragon, comme le décrivent tous les contes de fées? Myst l'informe qu'il ne s'agit pas seulement d'histoire pour enfants. L'histoire de la jeune fille aux cheveux bleus qui se sacrifie pour arrêter le dragon est bien réelle. Narsena est l'élu qui, selon la légende, doit tous les sauver. Depuis son poste d'observation, Seg les repère, une meute de gobelins à l'affût. C'est exactement ce qu'Amherst leur a dit, des monstres apparaissent dans toute la région, et ceux-là ont l'air de se diriger directement vers la ville. Lyra propose de leur tendre une embuscade, et Armia pense qu'elle peut faire des dégâts à distance avec sa magie. Finalement, Lost décide qu'il vaut mieux attaquer de front. Pour le bien de Marmay, il ne veut pas risquer qu'un seul s'échappe. L'équipe prend un long chemin pour prendre les gobelins au dépourvu, mais pendant qu'ils voyagent, Narsena et Lost remarquent quelque chose de familier dans la plaine herbeuse. C'est l'endroit même où ils se sont rencontrés pour la première fois il y a des années. La seule chose dont Narsena se souvient, c'est qu'elle ne pouvait que pleurer pendant que Lost se débattait seul et sans être désiré. Aujourd'hui, en travaillant ensemble, ils ont enfin réalisé la promesse qu'ils s'étaient faite, combattre côte à côte en tant que partenaires. La bataille est rude, mais à la fin, les aventuriers sont victorieux, nettoyant les gobelins et ramassant un gros butin. Malheureusement, ce n'est que le début de leurs ennuis. Sans crier gare, le sol se met à trembler sous leurs pieds. Malgré un léger effort, Lost prévient les autres que la situation ne fera qu'empirer. Sa prédiction se réalise, car c'est comme si le monde entier se mettait à trembler et à frissonner violemment. En ville, Miss Mary et Sheila s'accrochent à la vie tandis que les murs s'entrechoquent et que la vaisselle tombe. Dans tout Marmay, les gens le ressentent, et au centre de tout cela se trouve un mystérieux Myst, qui sait que le jour qu'il attendait est enfin arrivé. Lost entre en courant dans l'auberge pour prendre des nouvelles de tout le monde et est soulagé de voir que personne n'a été sérieusement blessé. Il n'a cependant pas le temps de s'asseoir sur ses lauriers, car un autre aventurier, du groupe de Marnell, arrive en courant, paniqué. Il leur dit que Marnell a besoin de leur aide sur la place du village, et Narsena a l'air de réaliser qu'elle n'aura pas l'occasion de faire pipi avant qu'ils ne partent. Arrivé sur les lieux, Marnell, inquiet, attire leur attention sur le problème d'autres gobelins, et il semble que certains d'entre eux aient fait du jus de fruits. Le fait qu'ils soient si proches de la ville est un vrai problème, et Marnell prévoit de les arrêter ici et maintenant avant qu'ils ne causent le moindre dommage. Il prévient Lost et les autres que, comme la tête de ces monstres n'est pas encore officiellement mise à prix, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Lost rejette son inquiétude et tous les autres sont d'accord. Quel que soit le prix, la protection de la ville qu'ils ont choisi d'appeler leur foyer est plus importante que toute autre chose pour le moment. Les aventuriers chargent ensemble, fonçant tête baissée sur les gobelins. Le kung-fu de Narsena, la magie d'Armia et la lame de Seg viennent à bout de la première vague. Tout semble prometteur jusqu'à ce que Lost tranche le bras d'un des hobgoblins déformés, et qu'à leur grande horreur, ils se mettent à parler. Il maudit Lost, disant à notre héros qu'il mourra pour ce qu'il a fait, et tous les autres monstres commencent à parler en langage humain. Ils commencent à chanter le mot « tuer » encore et encore. C'est une scène obsédante qu'aucun des aventuriers n'a jamais vue auparavant, et personne n'a même entendu parler de monstres parlant ainsi. Lost décide que peu importe qu'ils puissent parler ou non, il faut les arrêter. Il rallie ses alliés et, ensemble, il se lance à l'assaut des derniers gobelins. Le grand gobelin qui a parlé le premier est le dernier de tous, et ses paroles sont un sinistre avertissement. Avant de mourir, le monstre dit à Lost et aux autres qu'à la fin, toute l'humanité sera anéantie et que pas un seul d'entre eux ne survivra à ce qui va arriver. En mourant, le monstre laisse derrière lui un cristal muté, mais même une mutation ne suffirait pas à expliquer comment il a pu parler ainsi. Les mauvaises nouvelles semblent sortir du bois pour trouver Lost, alors qu'un nouveau messager s'approche, d'autres monstres sont apparus en nombre impressionnant,
mais cette fois à l'entrée du labyrinthe. Face à un tel nombre de monstres, l'équipe ne peut pas faire grand-chose toute seule, alors Lost ordonne la retraite. Ils retourneront à Marmey et recevront l'aide des autres aventuriers inutiles, pour une fois. De retour en ville, ils trouvent l'armée de renforts qu'ils espéraient déjà rassembler. Malheureusement, c'est pour de mauvaises raisons. Une horde d'aventuriers a formé une ligne qui s'étend sur tout le pâté de maisons à l'extérieur de la salle de la guilde, tous réclamant l'accès à l'intérieur. Comme d'habitude, il semble que Anzom ait manigancé quelque chose. Amherst parvient à trouver les héros dans ce chaos et leur explique que la guilde a, de façon suspecte, placé d'énormes primes sur les monstres aperçus en ville ces derniers temps. Cela a poussé tous les bons à rien munis d'une épée et d'un carnet de quêtes à se lancer dans la chasse. Normalement, ce ne serait pas un problème, étant donné la menace qui pèse sur la ville, mais les primes sont d'un montant tellement ridicule qu'elles ont transformé toute la scène des aventuriers en une véritable frénésie alimentaire. Seg soupçonne Anzom de l'avoir fait exprès pour une raison ou une autre. Lost fait remarquer que le fait d'avoir autant d'argent sous la main doit signifier que Anzom et la guilde savaient à l'avance ce qui allait se passer. Ralma apparaît, car elle a eu la même idée. L'équipe est choquée de voir que la rousse ardente fait encore partie de l'émission, et Lost demande si c'est bien ce qu'il pense, un déchaînement de monstres. L'équipe se rend à la bibliothèque locale pour lire un peu, et sort le grand livre de l'exposition qui explique ce qui se passe. D'après l'histoire, un déchaînement est une sorte de comique con, un phénomène au cours duquel des hordes de monstres sortent des ténèbres pour envahir le monde des humains. Cette invasion de la surface peut durer des jours, apportant la ruine et la mort à tous ceux qui s'approchent de près ou de loin du labyrinthe. Elle ne se produit que lorsque le mana du labyrinthe atteint un niveau tel qu'il ne peut plus être contenu. Le seul moyen de l'arrêter est d'éliminer tous les monstres. Ce n'est que lorsque le labyrinthe s'est épuisé à produire de nouveaux monstres que le déchaînement prend fin. Amherst est surpris de constater que la guilde des aventuriers a été créée à l'origine pour épuiser le mana du labyrinthe et empêcher qu'une telle chose ne se produise. Lyra fait remarquer qu'il est un peu bizarre qu'elle ne le sache pas déjà, étant donné que c'est son travail. Amherst répond qu'elle ne fait que travailler et qu'elle n'a pas à se préoccuper de lire ou d'apprendre des choses. Quoi qu'il en soit, aucun d'entre eux n'a jamais entendu parler d'un saccage auparavant, et Ralma fait remarquer que c'est parce que la dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a plus de 100 ans. Comme Blockbuster, l'accès à Internet, ou l'idée qu'elle porte une chemise, cela fait tellement longtemps que ce n'est plus d'actualité que plus personne n'y pense. Malheureusement, rien de tout cela ne tient la route. Leur ville est la plus grande de la région et compte de loin le plus grand nombre d'aventuriers, des aventuriers qui tuent des monstres jour après jour comme si c'était une mode. Avec tout cela, comment le labyrinthe peut-il encore disposer d'autant de mana? Quoi qu'il en soit, le groupe sait qu'il doit se préparer. Lost décide de se livrer à un petit pillage en ville, mais pour la bonne cause. Il demande à ses alliés de rassembler les meubles de toutes les maisons pour construire des barricades et des points d'étranglement. Narsena ne comprend pas très bien pourquoi, alors Lost lui dit que si ce carnage va vraiment durer des jours, il ferait mieux de faire tout ce qu'ils peuvent pour être prêts à défendre Marmey. Le bruit d'une bagarre attire leur attention sur Marnell, qui se dispute avec Case et d'autres enfants venus les aider à se battre. Marnell leur explique qu'ils ne s'approcheront pas des monstres, mais qu'ils peuvent aider à protéger leur maison de différentes manières, en veillant à ce que les civils se mettent à l'abri et en rassemblant des provisions. Cela semble fonctionner et les enfants décident de laisser faire. Lost sait ce que c'est que d'être jeune, bête et plein de convictions comme ça, tout comme Marnell. Il dit qu'au moins, de cette façon, ils ne seront pas blessés et qu'ils pourront encore être des enfants pendant un petit moment. Le carnage continue et les gobelins affluent en ville. Mais cette fois, les aventuriers sont prêts à les affronter, se rassemblant en masse pour réclamer l'argent de la récompense pour chaque gobelin tué. Lost et Ralma observent la scène de loin, et son maître lui dit d'effacer ce regard de son visage. Elle sait que l'aspirant guérisseur s'en veut de ne pas avoir fait plus. Pourtant, comme tout le monde ici, ils font de leur mieux face à un type de menace qu'ils n'ont jamais affronté auparavant. Le mieux qu'ils puissent faire est de donner le meilleur de lui-même et d'arrêter de penser à ce qu'il aurait pu faire. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de monstres de haut niveau, les Golden Girls. Comme les autres, elles semblent avoir été mutées et peuvent désormais parler. Cependant, le tempérament vif de Ralma sort tout le monde de sa stupeur. Avec quelques boules de feu et l'aide des autres, les aventuriers parviennent à éliminer les monstres, mais le combat est loin d'être terminé. Il y en a encore plus en chemin, et lorsque Narsena demande à Ralma d'utiliser sa magie épicée sur eux ensuite, le dieu du feu admet qu'elle en a peut-être un peu trop fait et qu'elle a besoin de se reposer avant de pouvoir recommencer. C'est à Lost et Seg de s'occuper de la menace, et pendant que Lyra est occupée à soigner les gens, ils se précipitent avec leurs armes. Ils se fraient un chemin à travers la horde de gobelins, mais un faux pas de Seg lui fait perdre l'équilibre au milieu de la bataille. Il est presque submergé par les nuées de gobelins, mais l'arrivée d'un nouveau visage renverse le cours de la bataille en un instant. Il s'agit de Monsieur Ronaldo, l'épéiste légendaire, et apparemment, tout le monde semble le connaître. C'est lui qui a donné à Seg son épée spéciale et qui a formé Lost. Il a même appris à Narsena à manier la lame, avant qu'elle ne décide que frapper des objets était bien plus cool et qu'elle abandonne.
Même Ralma connaît ce type à l'allure de Triguin, puisqu'elle arrive en trombe, réprimandant son ancien partenaire d'aventure pour être arrivé si tard. Ronaldo accueille chaleureusement l'ancien grincheux du feu, mais elle lui rappelle qu'elle s'appelle Dieu du feu et tente de faire fondre le pauvre homme pour sa bévue. Comme il l'a déjà prouvé, il ne se laisse pas faire. Il parvient à dévier sa flamme avec son épée magique comme si de rien n'était. Il se met ensuite au travail pour s'occuper du reste des monstres. Avant que les autres ne puissent le rejoindre, un étranger apparaît tardivement, et Anzom sort comme si c'était un samedi comme les autres. Il demande à Ralma de l'accompagner, car son maître Myst veut lui parler. Ralma, pour une raison ou une autre, ne semble pas très surprise de le voir. Elle lui demande si la magie qu'il vient d'utiliser pour se téléporter ici est la même que celle qui, selon la rumeur, a été perdue il y a des siècles. Naturellement, Anzom ne lui donne pas de réponse claire, mais peu importe, aucune Karen ne peut résister à l'occasion de parler au directeur. Lost s'interpose, car il veut lui aussi y aller et donner son avis à ce Myst. Anzom est d'accord et dit même que Narsena devrait venir aussi. Alors qu'ils traversent tous les quatre un long couloir, Narsena se demande pourquoi Myst veut la voir. Lost la réconforte en lui disant que si le vieil homme tente quoi que ce soit, il lui donnera une leçon. Ralma l'avertit que ce n'est pas une bonne idée, même si elle y mettait tout son pouvoir, elle n'est pas sûre de pouvoir vaincre Myst. Commencer quelque chose avec le président de la guilde serait une condamnation à mort à coup sûr. Anzom les conduit jusqu'à une grande porte et révèle que Myst attend à l'intérieur. Le vieil homme dit à Ralma que cela fait longtemps, et la rousse acquiesce avant de lui dire bonjour avec une boule de feu. Myst ne semble pas affecté par l'attaque, mais la lumière du feu de Ralma révèle son visage. Il s'avère que Myst est un elfe et, comme l'explique Ralma, probablement le dernier de son espèce. Le vieil elfe demande si c'est ainsi qu'un élève doit saluer son maître, et Lost et Narsena sont tous deux choqués de réaliser que Myst est le maître de leur maître. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.